Salut à tous et bienvenue au rendez-nous. Bienvenue au C'est rendez-vous. bien fait pour tous. Bad Mulch, le On retour. est là toutes les semaines et on a plein de trucs à dire. Plein Je de sais pas. choses Enfin, aujourd'hui cette moi j'ai semaine. plein de trucs à dire. Toi t'as Ouais, été bien moi, occupé. Non mais ça se comprend, t'as été bien occupé. ouais. Donc t'inquiète pas, moi j'ai amené des trucs à dire. Vas-y, Moi, je suis dis-nous mort. tout. En fait, cette semaine, j'ai eu un gros débat avec un autre youtubeur qui s'appelle Geek and Fit, qui parle d'habitude de musculation, de nutrition, de trucs comme ça, mais il s'est exprimé un peu de façon inattendue sur l'immigration, l'insécurité. Il avait propagé des trucs un peu bizarres sur Twitter. J'ai proposé d'en discuter et déjà, je le salue pour ça. Il est venu discuter. Il s'est dit, bon, ça pourrait avoir un intérêt de venir, d'essayer de défendre ça. Et peut-être, il a dit qu'il était ouvert à en apprendre plus, à peut-être changer d'avis. Donc je me suis dit, bon, on va voir. On va l'inviter à débattre. On va voir comment ça se déroule. Et ouais, en fait, on a eu une grosse discussion. Il a défendu des trucs de façon un peu bizarre. J'ai pas trop compris la plupart de ses positions. Et ça semblait être vraiment des trucs où il avait des biais informés par des médias mainstream, tu vois. Genre une peur de l'islamisation de la France, une peur d'un impact politique néfaste de l'immigration, surtout lié à l'islam apparemment. Le lien immigration-islam était vraiment très 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 présent, quoi. Ce qui est quand même très problématique. Donc on a discuté, on a débattu, mais je suis épuisé. Surtout, j'ai fait un deuxième débat après ça sur encore le sujet de la T'as été un peu démocratie violent interne. sur le second débat. J'ai été un peu trop violent sur le second débat, je l'avoue. Moi je propose à la personne du second débat, si elle nous écoute, de revenir. Je veux bien moi parler parce que Mush avait l'air vraiment très énervé, donc Non, mais peut-être non, que... c'était pas le meilleur moment. Je sortais du débat, j'étais en PLS, bref. Mais en fait, après ça, j'étais mort, j'ai pas dormi de la nuit. Bref, donc là, j'ai pas regardé le film, j'ai pas préparé, j'ai pas fait mes devoirs, je suis le mauvais élève. Je suis cancel, c'est l'épisode où je suis cancel, voilà. Il fallait qu'il y en Moi, ait il y a un. des gens quand même qui m'ont dit que d'habitude, ils ont du mal à écouter les débats que tu fais parce que ça se passe pas super bien ou quoi. Et là, ils m'ont dit, ils ont vraiment apprécié, le débat était bien tenu. Et du coup, ça fait plaisir de voir que bah, Ouais. il y a peut-être un public qui peut plus facilement écouter. Est-ce que tu crois que c'était avec la règle qui a été posée au début de pas couper la parole? Waouh, il me pose vraiment cette question. Waouh. Ok. Bah, écoute. Moi, quand moi j'ai réécouté la conversation, le fait que, oui, il y avait cette règle de pas couper la parole au début, qui a été respectée un peu au début, mais après non, moi, ça m'a beaucoup, enfin, moi, ça me rend l'écoute de la discussion pénible. Ça veut dire que au début de la Ouais. discussion, il a fait un long développement. Après, Ouais, pour ouais. d'autres gens qui ont d'autres standards, Moi, je l'écoutais en x2, donc ça m'a aidé non, mais là-dessus. parce que, enfin voilà, les gens, si tu as cette règle-là, de pas du tout couper la parole jamais, ça veut dire que la personne peut faire un tunnel interminable et faire des millefeuilles argumentatifs et des trucs comme ça. Et moi, en tout cas, moi, à l'écoute, j'ai du mal. Moi, j'aime bien les débats où juste on discute normalement, où c'est pas genre hyper encadré, hyper. Enfin, voilà, bref. Question de goût personnel. Après, je Tu pense sais qu'il y a des que gens qui kiffent ça. il y a eu des études justement là-dessus. Mhm. Ils ont étudié par exemple un repas où il y avait des gens qui venaient de Californie, d'autres qui venaient de New York, qui mangeaient ensemble. Et ils se sont rendus compte que les gens qui venaient de New York monopolisaient la parole parce que du point de vue des New-Yorkais, le délai à partir duquel la conversation a l'air d'être à l'arrêt est beaucoup plus court pour ces gens-là que pour les autres. Et c'est-à-dire Ah. que pour eux, dès qu'il y a une petite pause, quand quelqu'un fait une phrase, la personne, dans sa tête, a plus rapidement l'idée: oh mince, personne ne dit rien, il faut que je dise quelque chose. Tu vois Ouais, ce genre, que je veux wow, il y a dire? un blanc gênant, vite, vite, il faut dire un truc, ouais. 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 Ah, c'est Et super ils ont. intéressant. Donc, ouais, je pense que la culture joue énormément dans la perception sur ce Oui. truc. Hein. Ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y a plusieurs types de conversations que les gens développent. C'est-à-dire, les gens ne sont pas tous habitués au même type de conversation. Et en fait, nous, on est plus habitués à un type de conversation où le coupage de parole est considéré comme un signe de respect. C'est un vrai truc, ça. C'est-à-dire que tu fais confiance à la personne de elle prendre la parole. Si jamais, tu vois, toi, tu vas pas forcément laisser la parole
tu vas pas forcément modifier ton propos pour pouvoir créer des opportunités pour l'autre de prendre la parole, parce que tu as confiance que l'autre se sentira assez à l'aise pour te couper si jamais il pense qu'il a un truc plus intéressant à dire, tu C'est vois. ça, ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu Et ce concept-là aussi, mais bon, après. tout le monde n'a pas les mêmes standards. Et je pense que vu que apparemment en France, les standards sont beaucoup plus vers une discussion où on dit 3 phrases, on s'arrête pendant 1 minute pour voir si tout le monde a suivi, puis après on donne le totem de parole à l'intervenant suivant. Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense, toi, tu m'en as parlé de ça déjà en privé, et je pense que, enfin, suite à ce Là, débat-là, tu vas nous leak des choses là? ouais, bien sûr, c'est les leaks, les BPT leaks, ça y est, Tout ce toute que la je t'ai vérité bien sort trouvé. enfin. Non, tu m'as fait les retours, tu m'as dit le bon truc, si jamais il faut qu'il y ait des règles et un cadre et tout, le Ok, truc attends, logique. Ah, je te avant que laisse tu le dises dire si ça, tu veux. est-ce que le compliment sandwich a fonctionné ou je l'ai mal géré? T'as essayé de me faire une strat là? Waouh, il essaye de me retourner le cerveau en direct. J'avais genre 30 critiques à lui faire sur le débat. Je me suis dit, bon, c'était un super débat, hein. Je commence comme ça déjà. Les gens, après le débat, vous vous rendez pas compte, il m'a appelé hier, il a commencé en me disant bon, c'était cool, et là, il avait littéralement pris des notes, il avait une liste de 50 trucs qui allaient pas. Et le pire, c'est que j'étais d'accord avec 14. chaque truc que t'as dit. Du coup, j'étais en mode bon, genre, ouais, Quoi? oui. Tu changes d'avis quand on te présente un argument? Non, j'ai pas changé d'avis, c'est juste que j'étais pas assez. Ok, En ok. fait, j'avais pris trop de caféine, il faut que j'en prenne moins, je pense. Bref. Ok. Nouvelle résolution Si tu prends, non, mais si 2024. tu Tu prends peux la trop, après, commencer maintenant. ça te fait l'effet inverse. Ça Je commence sur, maintenant la résolution ça 2024, moins de grille en fait caféine. tes neurones et du coup, tu peux plus du tout être optimal quoi, en rhétorique. Bref. Mais non, mais enfin, en tout cas, là, il y a des petites retombées. Je vois des gens sur Twitter en train de mettre des clips du débat, surtout le moment où il a vraiment dit le pire truc qu'il a dit dans le débat, c'est-à-dire, oui, tu peux dire un truc raciste tant que tu te remets en question, tu peux le dire publiquement tant que t'es de bonne foi et tout, en disant tu peux même le dire 50 fois de suite. On comprend pas Ouais. comment tu peux dire un truc, par exemple, raciste, 50 fois de suite, alors que la première fois, les gens sont venus te l'expliquer et t'es censé t'être remis en question dès la première fois. Comment, du coup, dans Non, mais quel ouais. scénario ça serait possible que ça arrive 50 fois d'affilée? Je sais pas. Et là, Dans ce sa serait pour tête. parler d'une personne lambda, mais là, on parle d'un influenceur qui a une responsabilité par rapport à ce que il ou elle met en ligne. Mais ouais, attends, tu Ouais. disais par rapport au coupage de parole que si, ouais, par rapport à ce que je t'avais conseillé sur le coupage de parole, si Ouais. jamais, moi, je pense que si jamais quelqu'un veut t'imposer à ce qu'il n'y ait pas de coupage de parole, c'est complètement légitime. Mais il y a des coupages de parole qui sont quand même impératifs. On est sur ta chaîne quand il y a le débat, tu vois. Donc ça me semble logique que si la personne, que dans les règles qu'on fixe dans une discussion, si la personne commence à donner des informations qui sont fausses, on sait qu'elles sont fausses, on a des preuves, ou alors si la personne commence à donner des informations sans aucune preuve, tu vois, donc ça pourrait être de la désinformation, ou alors si la personne fait ouvertement des rhétoriques fallacieuses, Ouais. dans tous ces cas de figure, on devrait être capable de couper la parole pour lui dire attends 2 secondes, tu peux pas juste comme ça tenir un propos fallacieux ou invalide ou faux sans qu'on te coupe, quoi. Sans C'est qu'on ça, te c'est ça. t'empêche. C'est ça, j'étais grave d'accord avec toi là-dessus. Et donc, si jamais, oui, si jamais il faut vraiment, s'il y a vraiment une demande de genre règles de discussion ou de débat, je suis d'accord que ça devrait être ça les règles, quoi. Pas de coupage de parole tant que tu fais pas un de ces trois trucs-là. En effet, quoi. En effet. Mais, mais ouais, il y a eu des retombées sur Twitter. Et je crois qu'il y a un clip là, il doit être à 400 000 vues sur Twitter. Justement, mais bon, c'est plus pour juste écouter le pire moment où lui, il a défendu un truc indéfendable. Bah, j'espère qu'il va changer d'avis sur ces trucs. Hein. Il semble pas Oui, avoir changé oui, d'avis oui. parce que j'ai vu sur Twitter, il a remis des tweets derrière en disant oui, c'est le paradoxe de, enfin c'est le paradoxe de la Non, mais tolérance de Karl sur ça, Popper. peut-être pas, mais sur d'autres trucs, je pense qu'il a quand même changé d'avis sur d'autres trucs. On verra sur le Ce long terme point-là, quelle peut-être pas. position il donnera, mais bref. En tout cas, je pense que, enfin, on est dans un moment politique en France quand même où l'extrême droite, enfin surtout dans les médias mainstream, il y a une volonté très claire de faire diffuser des idées d'extrême droite. C'est pas nouveau, ça fait un moment que ça monte et là c'est
ils mettent vraiment tout l'effort et toute l'énergie pour essayer d'amener le pays vers l'extrême droite, ou en tout cas de présenter la seule alternative politique au statu quo néolibéral autoritaire comme étant un truc encore plus réactionnaire et tout. Donc c'est quand même très 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 grave d'avoir des propos comme ça. Enfin, je sais pas. Et ouais, encore une fois, tu disais encore le raisonnement de dire bon, si je suis pas trop sûr, si je pense un truc un peu sexiste ou un peu problématique sur n'importe quel truc, ou même sur l'immigration, tu vois, je me pose des questions juste sur l'immigration. Et en privé, j'en parle à quelqu'un pour avoir un débat. Là, ça peut être ok, d'accord, ok, avoir ça en privé. Mais là, c'est quelqu'un qui a une influence, qui a une tribune. Et ouais, je vois pas. Enfin, je pense qu'il faut pas minimiser la gravité de diffuser des idées comme ça, surtout dans le climat actuel. Mais je pense que aussi le fait d'avoir fait le débat public et que des gens le regardent. J'ai vu dans les commentaires, ça a attiré plein de gens qui ont l'air d'être des gens d'extrême droite, qui ont l'air d'être des gens qui sont beaucoup plus énervés contre moi dans le débat que contre Geek and Fit en tout cas. Et donc, ouais, c'est intéressant pour qu'ils se remettent un peu en question et tout. Ouais, parce que j'ai vu sur Twitter des gens encore refaire cette critique de oui, mais inviter des gens problématiques pour débattre avec eux, ça les plateformes. Évidemment que les gauchistes Twitter ont encore sorti ça. Reboucle pas. Calme-toi. Quoi. Non, je sens que tu vas partir sur une tirade. Donc Non, bah attends. Mais du coup, c'est pour dire, allez voir les commentaires. Je pense qu'il y a des gens. Je pense qu'il y a du public hyper anti-immigration pour des raisons problématiques qui se disent oula, c'est quoi ce débat? Ils écoutent et je pense que ça peut avoir un impact positif, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Pour conclure là-dessus. Alors, si vous ne le saviez pas, vous pouvez poser des questions à nous, à nous deux, et nous y répondons dans un segment dédié chaque semaine. Alors, si vous nous les posez pendant que l'émission a lieu là maintenant, tous les vendredis à partir de 19h, eh ben, on peut y répondre à la fin de l'émission. Sinon, si vous nous le posez pendant la semaine, on y répondra à l'émission suivante. Donc, n'hésitez pas. C'est sur le site du rendez-nous, lerendez-nous.fr, nous soutenir, ou alors vous avez le lien directement dans le chat si vous êtes en direct. Merci à tous les gens qui soutiennent l'émission et qui posent des questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Yes. D'ailleurs, en plus des questions, moi je pense que ça va commencer à être une habitude, parce que j'aime pas répondre sur YouTube aux commentaires des gens. Ça, déjà personne va les voir, c'est-à-dire tu vas perdre du temps. Non, ça sert à rien, faut jamais le faire ça. Faut jamais prendre du temps à faire ça. Et donc il y a 2 épisodes, ou 2 ou 3 épisodes, on avait répondu à la question à propos de la ceinture de sécurité. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et je pense que ça peut être une bonne habitude si il y a des commentaires qui paraissent intéressants, d'y répondre directement pendant le rendez-nous. Et là, il y a eu un commentaire de la part de Tsidimitl, qui est un créateur de contenu aussi. Hyper basé. Fait des très bonnes vidéos. Super très bonnes vidéos, notamment sur des vidéos qui savent qu'elles ne sont pas forcément objectives. Et j'aime bien le petit objectomètre qui vous dit est-ce que ce que je suis en train de vous dire, je pense que c'est objectif ou pas pendant tout le long des... Enfin bref, j'aime bien la méthodologie et j'aime bien les sujets traités et tout. Donc, si vous n'avez pas regardé Tsidimitl, allez voir toute la chaîne de Tsidimitl depuis le début. Genre vraiment, c'est toujours hyper pertinent aujourd'hui, évidemment. Donc, go. On avait fait un débat avec Gérard Filoche il y a 2-3 semaines. Et pendant ce débat-là, on a failli aborder le sujet de la démocratie interne, entre guillemets, démocratie interne, parce que bon, ce terme est déjà assez bizarre. Heureusement, j'ai arrêté les... Ça aurait pu déraper. Ouais, non, t'as permis à ce qu'on rentre pas dans un tunnel. Ouais. Dans un... Mais du coup, Tsidimitl a laissé un commentaire à propos de ça. Je vais le lire, il est assez long. D'accord ? Donc je vais le lire, mais pour qu'on puisse y répondre, j'y vais. Go. C'est marrant quand même comment Badmulch et BPT affirment en boucle que si un parti est démocratique, il va forcément se droitiser. Alors que toute l'histoire des partis de gauche, que constatent tous les gens qui ont traîné un minimum, genre Filoche ou moi, montre que les militants de base sont toujours, en majuscule, le toujours, plus à gauche que les dirigeants. Et quand Filoche dit ça, Badmulch et BPT ont l'air d'acquiescer. D'accord ? Mais du coup, si la base militante est plus à gauche que les dirigeants, alors plus de démocratie interne, c'est une gauchisation du parti.
D'une manière générale d'ailleurs, la règle, c'est que les militants d'un parti sont plus radicaux que ses dirigeants. À gauche, ça veut dire que la base est plus à gauche, mais à droite, ça marche aussi. La base est plus à droite que les dirigeants. Donc, je commenterai après, mais d'une manière générale, la règle, bon, je sais pas d'où ça vient. La raison est simple, donc ça c'est l'explication. Les militants de base viennent généralement parce qu'ils croient vraiment aux idées affichées par le parti. Ok. Ils n'ont pas de carrière à préserver ni de compromis à gérer. Ils ne défendent pas de trucs pour la communication, contrairement aux dirigeants. LFI a été un cas particulier parce qu'en 2017, sa communication était volontairement ambiguë, à rejeter le clivage gauche-droite, à brandir des symboles patriotiques plutôt que de gauche ou à développer un culte du chef pour séduire des gens partis à l'extrême droite. Ok. C'est pour ça qu'au début, les gens qui venaient dans le parti étaient aussi bien très à gauche, séduits généralement par le programme, que très confusionnistes, séduits généralement par la communication de campagne. Et c'est sûr que dans cette condition particulière, la démocratie interne aurait été dangereuse. Mais depuis les européennes de 2019, LFI a fait le ménage, a viré les plus confus et droitiers, a réaffirmé son identité de gauche, s'est plongé à fond dans des causes de gauche qui font horreur aux confus comme la dénonciation des violences policières, l'antiracisme, le féminisme, les luttes LGBT, etc. Du coup, la situation ressemble aujourd'hui à toute l'histoire des partis de gauche. Les militants sont maintenant plus à gauche que les dirigeants. Wow, pardon. Les militants sont maintenant plus à gauche que les dirigeants, d'accord. Il y aurait Ok. donc tout à gagner à une démocratie interne. Voilà, donc ça c'est le message dans son entièreté. Je suis vraiment en désaccord avec la plupart des choses que je viens de lire. Ouais, c'est pas très solide. On va, on va en discuter tranquillement. Il y a plein de choses à dire sur la démocratie interne, sur le concept même de vouloir de la démocratie interne. On va répondre au message lui-même, mais d'abord j'aimerais parler un peu de qu'est-ce qui donne envie aux gens qui est de la démocratie interne et le problème fondamental que ça pose. Ok. Je pense déjà il faut se rendre compte que la politique, c'est même des gens pourront le dire, des gens pourront dire non mais moi la politique, j'ai tous mes camarades dedans, c'est comme ça que j'ai rencontré les gens que j'aime bien et tout. C'est pas l'objectif de la politique. L'objectif de la politique n'est pas un objectif communautaire ou identitaire. Faire C'est de pas la non plus d'avoir une vie sociale. C'est pas c'est l'objectif pas c'est d'avoir un groupe social, exactement. quoi. C'est pas le but de la politique d'avoir un groupe social, d'avoir tout le monde est censé faire de la politique. C'est pas un hobby que vous soyez censé avoir. Vous n'êtes pas censé dire moi j'aime bien faire de la politique sur mon temps libre. C'est pas censé fonctionner comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous voulez rencontrer des gens, vous pouvez aller dans des associations. Et dans les associations, d'ailleurs, vous pouvez parler politique si vous voulez, tu vois. Mais quand vous faites quand vous allez dans des organisations politiques, etc., le but principal, c'est de faire avancer les idées défendues par le parti, en général, si vous allez dans un parti, ou littéralement de gagner des élections si c'est le but du parti, etc. Je pense qu'il y a une confusion entre le fait de faire partie, de faire partie d'un parti et d'avoir l'impression que c'est ton identité. Ça, c'est le jeu des étiquettes. Hein. Nous, on est anti-étiquettiste, hein, officiellement. Officiellement. Euh, C'est notre étiquette. c'est notre étiquette. Il faut comprendre en fait que le but n'est pas de pouvoir se dire d'un parti, c'est pas de pouvoir se dire que voilà, je suis socialiste, je suis marxiste. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire avancer des idées. C'est que ces idées-là dans la société soient de plus en plus comprises et du coup acceptées et du coup que les gens se battent pour les obtenir. Ouais. Vous pourriez penser que pour les obtenir, il faut absolument que les gens aient un sentiment d'appartenance à un groupe. Parce que vous défendez que l'instinct grégaire est important pour faire avancer des causes et des choses comme ça. Vous pouvez le penser. Moi, je pense qu'on a un stade de l'histoire où, pour faire avancer les idées, il faut pas miser sur le fait que les gens sont débiles et que la seule manière de les faire bouger, c'est un instinct grégaire. Je pense qu'on est au stade où il faut comprendre que en fait, les gens veulent s'émanciper et qu'il faut que individuellement ils arrivent à comprendre que c'est dans leur intérêt de défendre certaines idées plutôt que d'autres et que du coup c'est dans leur intérêt d'aller à un moment donné rejoindre un collectif, pas parce que ce collectif a l'air de leur donner une bonne image ou quoi, mais parce que ça leur permet d'un point de vue idéologique de faire avancer ce en quoi ils Ouais. croient. Et contextuellement, ça veut dire dans un tel contexte,
ça peut être utile d'être dans ce collectif-là, d'être dans ce groupe-là et de faire ces actions. 6 mois plus tard ou 5 ans plus tard, non. Et donc, le truc d'identité aussi, c'est. Parce que c'est littéralement ce qui s'est passé avec des gens du PCF, c'est qu'ils ont. Comment on explique tous les gens qui continuent à voter pour ça en 2022? Il y a beaucoup de gens, peut-être pas 100%, mais une grande partie, c'est des gens par justement identité. Genre, ils ont été dans cette organisation pendant des décennies. Ils ont peut-être fait plein de trucs Leur bien. grand-père. Ou leur grand-père ou leur famille, ça arrive. Enfin, je sais pas, j'ai monté de Linguisticae cette semaine, m'a dit j'ai voté Roussel en 2022. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit par tradition. Par tradition familiale, etc. Donc, ok. Donc, ça, c'est vraiment le risque, c'est que tu crées un truc où les gens s'identifient avec l'étiquette, avec le groupe, avec l'organisation elle-même, et plus avec les idées. Notre objectif, Ouais, c'est d'avoir le maximum de personnes qui n'ont pas de sentiment d'appartenance à un parti, mais qui ont un sentiment d'appartenance à des idées. Comme ça, on ne se refait plus piéger 834 fois par le fait que on met en avant un contenant et le contenu change. Est-ce qu'à un moment, on peut se rendre compte que c'est ça le problème depuis maintenant un siècle? Le contenant est mis en avant, tout le monde aime le contenant, et hop, le contenu change, et du coup, on met 20 ans, 30 ans à expliquer aux gens que le contenu, il est dans un autre contenant. Et du coup, au lieu de faire le travail de fond, chaque génération, à chaque fois, ils se disent ah non, bah, ça va être plus facile de leur dire regardez, le contenant, il est là maintenant, c'est ce contenant-là qui est plus joli. Alors que non, si les gens étaient capables de discerner quel est le contenu dans tel ou tel contenant, et est-ce que c'est ce contenu-là que je veux, s'ils sont capables de faire ça, on n'a plus besoin de tout refaire à chaque fois, de tout rebâtir. Est-ce que il y a eu combien de trucs? Il y a eu le PS. Je commence l'histoire à partir du PS, parce qu'avant le PS, il y en a eu plein d'autres de trucs comme ça, tu vois. Oui. Il y a eu le PS, ils ont fait le front de gauche, ils ont fait le parti de gauche avec le front de gauche dedans, avec le parti communiste à côté. Ensuite, ça n'a pas marché parce qu'ils ne voulaient pas que les gens rejoignent directement le parti. Du coup, ils ont recréé un nouveau parti. La France Insoumise. Après la France Insoumise, ils sont arrivés aux élections suivantes. Ils ont dit on va créer l'Union Populaire pour que tous les gens reviennent là. Après, ils ont dû créer la NUPES. Enfin, c'est bon, quoi. À un moment, on peut arrêter de. Et du coup, encore aujourd'hui, tu as des gens qui disent non, moi je suis front de gauche. Et le front de gauche, oui, ça existe encore. Le parti de gauche, ça existe encore. Tu vois, il y a plein de petits partis comme ça. Oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui s'identifient encore avec genre. Oui, avec le front de gauche. Non, mais c'est quoi ça? Alors moi je suis ou genre les sous-trucs de LFI, genre le truc de Autain, le truc de Ruffin, machin. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas en train de dire que c'est pas bien les partis politiques. Il peut être très utile de créer des partis politiques, des associations, pour vous mettre en place des choses. Ça peut être très bien. Par contre, en tant que militant, je pense qu'on a un stade où si vous ne créez pas votre propre parti politique, ou que vous connaissez pas quelqu'un qui crée un parti politique avec lequel vous êtes très très affilié parce que vous savez que les idées ne sont pas en train de changer, etc. Je pense pas que ce soit une bonne idée de faire de votre identité un parti que vous avez choisi. Genre, allez, ce parti-là, maintenant, ça va être qui je suis, tu vois. Je vais prendre ma carte, je vais m'acheter une affiche, je vais m'acheter un pin, je vais m'acheter une casquette. Tu vois, je vais dire à tout le monde que je suis dans ce parti-là. Ce délire-là, je suis pas sûr de comprendre l'utilité. Et le jour où tu as une personne qui arrive à la tête de ce parti-là, parce qu'il y a une démocratie interne, mais ça, on va en reparler, qui est pas du tout en lien avec les idées originales du parti, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas remettre en question ton ego? Parce que ça fait peut-être 10 ans que tu dis que t'es de ce parti, que t'aimes ce parti. Et ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que non, la plupart des gens le font pas. La plupart des gens se disent bon ben c'est le parti avant tout. Et ouais. Du coup, la cause avant tout, le parti, ils pensent que ils pensent que c'est en défendant de façon complètement dogmatique tout ce qui provient du parti ou des gens qui sont dans le parti que ça maximise les chances de changer le monde et tout. Mais en fait, il y a des problèmes avec ça. Hein. Et ça vaut aussi pour LFI, tout ce qu'on est en train de dire, les gens, là. Ça vaut aussi, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent oui, mais il y a une exception. Non, désolé. Si un jour, il faut... tout est contextuel. Nous, nos positions qu'on a prises pour appeler à voter, militer pour, etc.,
telle ou telle candidature dans des élections, que ce soit en 2022, aux européennes, etc. À chaque fois, c'est juste dans le contexte là, de façon, le truc qui va apporter les meilleures conséquences parmi tous les choix disponibles, c'est ça. Et ça peut très bien changer dans 3 ans, dans 10 ans. Et donc avoir cette approche-là, ça permet de pouvoir changer. Parce que sinon, vous vous retrouvez à avoir 50 ans et à faire comme les gens du PCF qui votent Roussel dogmatiquement aujourd'hui, quoi. Et c'est assez marrant d'ailleurs de voir que nous, pendant la campagne présidentielle, on était très très insistant sur le fait qu'il fallait convaincre les gens de se déplacer pour aller voter, qu'il fallait absolument voter LFI, puisque LFI était en tête clairement des sondages et du coup était la seule manière d'avoir un deuxième tour qui soit pas Macron-Le Pen. Et nous, on a été très très insistants, à raison, puisque c'est ce qu'il fallait faire. Et il y a tellement de gens qui nous disaient mais vous êtes fous, vous êtes vraiment des LFI mentaux. Le terme LFI mentaux. Ouais. Alors que nous, on expliquait juste non, en fait. Le terme mélanchoniste. Le terme mélanchoniste. Et nous, on disait littéralement. C'est le pire terme de tous les temps. Juste pour vous dire à quel point on est des LFI mentaux, représentants de LFI, etc. Parce que on disait littéralement, peut-être que Mélenchon va absolument rien faire une fois au pouvoir. On disait ça en direct sur nos streams et on disait, mais même dans ce cas-là, il faut quand même aller voter pour ça, puisque ça sera mieux que... Et on a raison, parce qu'aujourd'hui, regardez, est-ce que vous auriez préféré qu'au pouvoir, il fasse absolument rien, ou qu'il fasse qu'on s'est tapé depuis les 2 dernières années? Non, mais attends, tu te rends pas compte, avec Mélenchon, il y aurait eu une inflation énorme. Non, mais on parle pas de ça, là. Il y aurait eu... Oh, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, moi, ce que je trouve marrant, c'est juste après les élections, on a parlé à ces mêmes personnes qui nous traitaient de mélenchonistes, et après on a expliqué quel était notre point de vue. Et ces personnes-là se sont dit mais attendez, vous êtes contre Mélenchon? Oui, c'était... Oui, et d'ailleurs j'ai dit mais attends, le terme mélenchoniste c'est une catastrophe, il faut absolument pas que les gens se pensent mélenchonistes, il faut que les gens se pensent des idées défendues par Mélenchon, certes, mais pas derrière Mélenchon, parce qu'après les gens vont dire que s'il n'y a plus Mélenchon, il faut pas aller voter. Oups, c'est ce qui s'est passé pour pas mal de gens. Tu te souviens quand Usul parlait de moi sur son stream en disant... ces personnes elles-mêmes se sont dit « Mais moi, je suis mélenchoniste et tout !» Oh là là, c'était... Tu te souviens quand Usul a parlé de moi sur son stream en disant « Non mais c'est un immense LFI mélenchoniste, forceur. Ouais, » Juste parce que... Désolé, même des gens qui se prétendent de gauche tombent dans ces erreurs pour le seul truc qui a une chance quoi. de gagner, désolé. Bref, on va pas rester là-dessus trop longtemps, c'est juste pour vous dire que il faut pas se fixer sur un parti, il faut pas se fixer sur une personnalité, il faut se demander dans chaque contexte comment on fait pour que nos idées aient les plus de chances de gagner. On a dû vous ramasser à la petite cuillère après le premier tour pour vous expliquer qu'il faut pas laisser l'extrême droite passer au second. Y a dû avoir toute la campagne des législatives où on vous a dit oui, même si c'est un mec du PS, vous devez quand même aller voter parce qu'on veut pas un mec de l'extrême droite. Mais oui. Aussi, j'ai un truc à ajouter. C'est aussi ce truc de ne pas être un sorte de partisan à 100% aussi. Ça vous rend beaucoup plus efficace pour convaincre des gens pas déjà convaincus de vos idées. Parce que si t'arrives et t'as l'air d'être quelqu'un d'un parti, d'une organisation avec les étiquettes, avec les trucs et tout, juste les gens dans la vie de tous les jours te perçoivent pas comme juste un citoyen, juste une personne lambda qui a tel ou tel avis, qu'elle a réfléchi, où elle arrive à des conclusions individuellement et n'a pas été juste lavée du cerveau par une secte, tu vois. Et donc en fait, littéralement, les gens qui se disent mélenchonistes, qui se disent LFI constamment, sont moins efficaces pour convaincre que les gens juste qui interagissent en tant que personne individuelle. D'ailleurs, le but n'est pas de créer des sous-espaces de la société dans lesquels vous êtes d'accord avec tous les autres gens. Le but, c'est justement l'inverse. C'est de faire en sorte que les gens qui sont dans des bulles de gauche et tout s'ouvrent à la société et réussissent à faire accepter leurs idées au reste de la société. Donc, je pense pas que se retourner vers des partis, et dire oui, je reste là-dedans et tout, bon, bref, ça c'est une autre question. Mais pour revenir au commentaire initial, d'accord? Maintenant qu'on a vu tout ça, l'idée de vouloir de la démocratie dans un parti, de la démocratie interne dans un parti. Ouais. Déjà, donc il y a 2 idées. Déjà, comment tu définis qui est le peuple? Parce que démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. Qui est le peuple pour un parti? Qui est le peuple qui a le pouvoir dans ta démocratie? Ouais, ça pose la question, c'est sûr.
ça pose la question. À partir de cette question-là, on peut se demander, est-ce qu'on veut des partis et des mouvements qui sont très restrictifs à l'entrée, ou est-ce qu'on veut des partis ou des mouvements qui permettent à n'importe qui veut, au moment donné, quand une élection approche par exemple, de venir pour... Juste, la personne a peur pour l'avenir. La personne se dit comment on va faire avec l'environnement, comment on va faire avec les loyers, voilà, j'ai peur de tout ça, j'ai envie d'être utile. Qu'est-ce que vous voulez que cette personne vive quand cette personne se dit ça? Est-ce que vous voulez qu'elle arrive et qu'on lui dise attends, mais t'es qui toi? T'as ta carte chez nous? Et qu'après on lui pose 28 questions, qu'on lui renvoie un mail, qu'on dise non, alors désolé, vos idées sur tel sujet sont pas compatibles avec notre parti. Non, en fait, on veut que la personne arrive, elle dit voilà, j'ai peur pour le climat et tout. Je dis tiens, voici 20 tracts, tu peux soit aller les donner toi-même, soit sinon jeudi, on a une session, tu peux venir nous voir comment on fait nous. Et c'est bon, quoi. C'est ça, Donc, c'est ça. Il y a cette question à se poser. Et sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans une époque où les gens s'émancipent, comprennent les enjeux de la société par eux-mêmes. Il y a plein de sources sur Internet qui permettent de savoir qu'il y a un problème. Et ils le font pas par le biais d'écoles, de partis. Enfin, je suis désolé, la plus grande partie des gens qui sont conscients des problèmes ne le font pas via une école de partis, genre Ils ont vu un film, ils ont vu un d'été ou quoi. documentaire, ils ont eu une conversation, Ils ont lu tout un thread sur Internet pendant... Ils se sont renseignés sur Wikipédia, ils ont eu une nuit blanche sur Wikipédia où ils cliquaient de lien en lien. Ouais. Et ces personnes-là, je suis désolé, mais quand elles arrivent, il faut pas qu'elles aient peur de se dire oula, mais moi j'ai pas envie que mon nom apparaisse dans une liste de membres de telle ou telle organisation. J'ai un boulot que je veux pas perdre mon boulot. Voilà, donc il faut que ces gens-là puissent arriver comme ils veulent. Ok. Pourquoi j'ai pas dit 2024? J'ai peut-être dit la mauvaise date. Je sais pas, j'ai pas entendu. Tout ça pour dire que je pense que pour un mouvement politique dont le but, et on rappelle l'objectif d'un mouvement politique, des mouvements politiques dont nous on parle, parce que beaucoup font la confusion. Il y a plusieurs types de mouvements politiques. Il y a des mouvements politiques dont le but, c'est d'influencer la société, soit par des actions. Donc elles fonctionnent plus comme des associations, ces mouvements politiques-là, tu vois. Ils vont dans les médias, ils mettent en place des actions, des choses comme ça. Mais il y a des mouvements politiques dont l'objectif est de gagner dans les institutions du pays dans lequel ils sont. C'est des mouvements politiques dont le but, c'est de faire de la politique électorale, de se faire élire, d'avoir des places, des positions. Eux, leur but, c'est pas d'influencer des gens en poste, c'est de eux prendre le pouvoir dans les postes. Ok. Ouais. Donc nous, quand on parle de démocratie, qu'il ne faut pas de démocratie interne dans des partis politiques, on ne parle pas de partis politiques qui n'ont pas d'aspiration à avoir des places dans la 5ème République. Bien sûr, un mouvement politique qui va juste mettre, tu vois, un mouvement où on parle, on essaie d'échanger, on essaie de développer des idées. Oui, bien sûr, ça doit être démocratique, c'est cool. Tu le rejoins, il y a un cercle de discussion peut-être, je sais pas trop comment ça se passe. Et oui, du coup, tu as envie de démocratiquement choisir quelle est la ligne pour l'année prochaine de ton club, quoi. C'est un petit club de discussion et d'action politique, c'est cool. On parle pas de ça. Nous, quand on parle de mouvements et de partis politiques, on parle de mouvements et de partis politiques dont le but est de gagner dans la 5ème République. Ouais. Et pour ces mouvements-là, du coup, il faut que au moment T, au temps T, le jour des élections, c'est dans 2 semaines. Il faut que dans ces 2 semaines, s'il y a 800 000 personnes qui veulent agir sur le terrain, il n'y ait aucun frein à l'entrée. Rien. Ils peuvent arriver, prendre des tracts, on leur donne des pins, on leur donne des machins, ils vont le donner dans leur famille, on leur explique tout de A à Z, toute la technique qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de gatekeeping, il n'y a personne à l'entrée qui dit attends, ça fait pas 3 semaines que tu tractes dans telle rue, donc tu peux pas venir faire du porte-à-porte dans telle rue. Non, il n'y a pas de tout ça. Donc à partir de là, les membres, c'est tout le monde. Exactement. Ça peut être littéralement tout le monde. C'est pour ça qu'ils ont choisi la forme de mouvement à la place de parti, en fait. Enfin, c'est tout. Moi, j'ai suivi et je pense que c'est un choix stratégique très intelligent et qui semble porter ses fruits dans les faits, tu vois, dans les résultats. Les résultats sont là. Et ouais, c'est ça. Il faut minimiser le temps et l'énergie entre le moment où tu te dis bon, là, je vais me bouger, je vais essayer de faire un truc pour gagner ces élections-là.
pour faire gagner les idées que je pense être les plus dans mon intérêt, dans l'intérêt des gens et tout. Minimiser le nombre de barrières et de freins entre ça et où tu es concrètement sur le terrain en train de faire un truc qui va en effet conduire à plus de votes pour ça, tu vois. Et du coup, à partir de là, est-ce que qui décide, du coup, on repart sur la démocratie interne. Qui vote quoi? Qui vote quoi? C'est ça. Qui vote quoi? Parce que si c'est n'importe qui rentre, du coup, et qu'on vote les programmes, ok, premier vote, on lance le vote. Est-ce qu'il faut plus ou moins de personnes immigrées qui arrivent dans Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigrés dans le territoire? Et là, ça y est. Et là, tu passes 6 mois à faire un débat, à faire des réunions, des trucs comme ça pour débattre entre des gens. Et il y aura forcément des gens qui sont pour moins d'immigration, des gens qui sont OK avec le niveau d'immigration actuel. Il y aura forcément des gens avec des biais racistes. Il y aura, enfin bref. Ça serait un bordel pas possible, quoi. T'as une division dans ton parti. Il y a des gens qui disent je viendrai plus jamais dans ce parti. J'ai entendu des gens dire des choses et ils étaient LFI, etc. Ou tel truc. Le fait est que, en fait, c'est bien qu'il y ait marqué noir sur blanc toutes les lois qui sont proposées par LFI. C'est bien que ce soit noir sur blanc dans le programme qui a été proposé et que personne n'ait eu à voter ça, en fait. C'est une bonne chose. Le programme, Oui. il est noir sur blanc, il est là. On le dit, voilà, c'est cool. Et du coup, si vous n'êtes pas d'accord avec ce programme-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que si dans une élection, vous avez un autre choix qui est mieux, votez pour l'autre choix qui est mieux. Il a une chance de gagner. Mais c'est ça le truc, c'est que en fait, ce programme, il est souvent fait de manière à être le plus à même de gagner tout en étant le plus de gauche possible. Parce que c'est le but de LFI de gagner dans les élections. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent où en est la pensée politique. Ils font des Sondage. Des sondages. Ils font des sondages, ils regardent où en est la pensée politique du pays, qu'est-ce qu'on pourrait se permettre de proposer et que ce soit compatible avec les volontés des gens dans la population. Mhm. Donc à partir de là, on peut se demander, mais du coup, ça sert à quoi de changer le programme dans le parti si ça lui permet pas de gagner les élections? Parce que s'il décide déjà un programme pour avoir le plus de chances de gagner en se basant sur des sondages, etc. Si toi t'arrives et que tu proposes un truc plus à gauche ou que tu proposes des nouvelles idées, c'est bien, ça peut faire de la discussion, ça peut faire parler l'idée. Moi, je nie pas ça. Ça peut être très intéressant de recevoir un candidat et de lui parler de plein d'idées de gauche qui seraient plus à gauche que le programme qu'il propose. Parce que, en vrai, ce que tu es en train de faire, c'est diffuser dans la société, via ces discussions publiques, des idées de gauche. Mais de vouloir changer dans le parti lui-même ces idées-là, ces programmes-là et tout, alors, il y a des cas de figure où ça peut être louable, hein, je dis pas. Je dis pas que le programme est bien en tout point. C'est juste que si tu arrives aux élections et que ce programme-là peut plus gagner parce qu'il est trop radical par rapport à ce dont les gens sont prêts à voter, je suis pas sûr que ça nous a servi en fait. Je dis pas qu'il faut arrêter de défendre les idées. Il faut continuer à défendre les idées que tu défends. Mais les avoir mis dans le programme d'un parti dont le but c'est de gagner dans la 5ème République, c'est pas forcément utile. Par contre, de toi, t'organiser avec d'autres gens, dans peut-être d'autres partis, dans peut-être d'autres organisations, dans peut-être d'autres associations, des entreprises, des médias, pour diffuser dans la société de nouvelles idées, des idées plus radicales, radicaliser un peu les opinions sur certains sujets, pour qu'à terme, pour gagner, les partis qui veulent gagner soient obligés de mettre leur programme un peu plus à gauche, alors là, c'est différent. Et là, c'est beaucoup plus efficace, puisque, en plus, tu augmentes la probabilité de gagner des partis de gauche et tu augmentes la probabilité qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, ils puissent mettre en place le programme que tu veux. Donc, au lieu de demander en boucle la démocratie interne dans les partis de gauche, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le travail de fond de convaincre les gens eux-mêmes dans le peuple en faisant des émissions comme on fait actuellement? Et alors, attention, là, c'est pas un procès à Tizimit, puisque Tizimit fait ce travail-là, hein. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il a une chaîne YouTube, voilà. Il a une audience, il diffuse les idées positives de fou. Voilà, je dis juste que plus généralement, par rapport à l'envie de démocratie interne, quel est l'objectif? Quel est votre objectif en voulant ça? Et je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris. Voilà.
J'ai toujours pas compris. Est-ce que c'est Tu une deviens un Alors, robot en fait, ça y est, c'est ton coming out robot. il y a plusieurs explications, hein. Il y a l'explication de oui, mais la démocratie c'est mieux par nature, tu vois, genre c'est quelque chose de mieux comme ça. Ça, en fait, pas forcément, parce que en fait, il y a des cas de figure où l'opinion d'un groupe est pas la meilleure opinion. Euh, Du coup, bah non. Pareil, il y a le truc de oui, mais le parti défend plus de démocratie, donc le parti doit être démocratique. Non, ça du coup, c'est un peu la même truc de oui, mais vous défendez un modèle anticapitaliste et vous êtes sur Twitch, tu vois. Exactement, c'est littéralement le même raisonnement. Là, le raisonnement qui a été avancé dans le commentaire, c'était ça permettrait de rendre le parti plus à gauche puisque les militants sont plus à gauche. Et moi, ma réponse là-dessus, bon, j'espère qu'un jour on pourra aller plus loin dans ce débat pour avoir les réponses de Tidimit et tout. Je veux pas Ouais, trop on répondre au fera une commentaire lui-même. discussion avec Tizimid, je l'inviterai. Voilà, on refera une discussion. Mais juste par rapport à ça, Enfin, s'il veut. honnêtement, je pense pas que. Alors, déjà, premièrement, je pense pas que avoir plus à gauche un parti qui essaye de gagner dans les élections, comme je l'ai expliqué, ça permet de gagner dans les élections. Donc, le but original du parti n'est pas garanti. Et deuxièmement, surtout, et je crois que je suis pas sûr que les militants sont plus à gauche que les dirigeants à LFI actuellement, hein, sur bien des sujets. Bah en fait, ce qu'on appelle les militants entre guillemets, de la discussion cette semaine qu'on a eu avec quelqu'un, la personne m'a dit il y avait 80 000 militants inscrits dans les groupes d'action, un truc comme ça de LFI. Les militants actuels sont d'une diversité idéologique immense. C'est-à-dire il y a des gens qui sont anti-vax, il y a des gens qui sont contre le nucléaire, pour des mauvaises raisons. Je pense que la guerre en Ukraine, c'est de la faute uniquement de Joe Biden. Voilà, il y a des gens, qui préfèrent avoir Le Pen au pouvoir que Macron et qui votent pour Le Pen au second tour alors qu'ils ont voté le Mélenchon au premier tour. Il y a et qu'ils ont tracté et bossé pour ça. Oui, il y a plein de gens. Enfin bref, il y a une diversité énorme évidemment, il y a des gens qui sont réactionnaires sur le féminisme, sur les questions du genre et sur des questions de racisme systémique, etc. Évidemment, comme dans tout l'ensemble de la société. Donc voilà, faut pas être naïf là-dessus. Et donc après, bon, on peut faire des votes sujet par sujet. Mais bon, tous les trucs que tu as soulevés montrent qu'en fait, non, ce serait pas une bonne chose, quoi. Alors par contre, il y a souvent le truc de dire ouais, mais attendez, au moins la démocratie, tu peux t'opposer, si jamais la tête part en vrille, tu peux t'opposer et dire que ça va pas. Déjà, la vérité, c'est que pas vraiment en pratique, mais bon, ça, on pourra en reparler. Parce qu'en fait, il n'y a pas de corps légal qui assure la démocratie. C'est pas y a pas enfin, c'est juste une assoce complètement, enfin bref, arbitraire qui fait un peu ce qu'elle veut. Mais il faut savoir que justement, si vous pensez que vous avez peur, est-ce que le parti pourrait pas vriller et dans ce cas-là, du coup, avoir une démocratie, ça pourrait peut-être nous permettre d'avoir une influence pour l'empêcher de vriller. En fait, ça revient à ce que je disais au tout début. Il ne faut absolument pas avoir d'allégeance à un parti. Si la tête du parti commence à vriller, vous en fichez en fait. Vous défendez juste plus parti. Dans aucune élection, il n'y aura aucune élection où ça fera sens de. Juste imaginez si vous avez le raisonnement qui n'est pas avec sans allégeance de comment vous faites de la politique. Un parti, ça fait 10 élections que vous recommandez ce parti, ok? Mais vous ne recommandez pas ce parti, vous êtes stratégique, vous dites d'abord je recommande telle idée, et donc qui défend cette idée dans cette élection? C'est ce parti. Arrivé la prochaine élection, le parti a complètement, par exemple, a décidé que ce serait Roussel en tête de liste ou des choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Est-ce que vous dites ah, faut continuer à voter pour ce parti? Non, en fait, vous n'avez aucune allégeance pour ce parti. Et donc vous dites moi je veux défendre telle idée, et dans cette élection-là, la meilleure manière de l'obtenir, ça va être de voter pour, je sais pas, Ruffin, Picardie debout, ça va être Olivier Faure cette fois-ci. On sait pas, chaque élection a une méta différente. Oui, je sais, c'est un peu plus dur que juste d'apprendre par cœur le nom d'un groupe et de jamais parler politique et juste aller le jour J dans l'urne voter pour chercher le logo. Ouais. Oui, désolé, c'est un peu plus dur. Mais on va y arriver et ça va nous permettre de gagner et ça va nous permettre d'améliorer notre quotidien. Et du coup, oui, oh mon Dieu, je pourrais plus avec mes potes qui sont depuis 30 ans au même parti. Ok, mais vous serez avec d'autres potes qui seront comme vous basés, qui auront décidé de pouvoir choisir de voter pour d'autres trucs quand ils veulent. Et vous aurez des discussions beaucoup plus intéressantes que ressasser 50 fois
l'histoire de la fois où telle partie vous a trahi et qui fait votre identité. Tu sais, je vois plein de gens comme ça, genre, ouais, mais tout remonte à la réunion de 2007 où ils nous avaient dit Oui. qu'ils iraient avec nous, ils y sont pas allés. On les a bien invités. Bah, mais je voterai pour eux, du coup. Oh là Et là. ce qui est marrant, c'est de les autres côtés, genre, nous on est venus et ils étaient pas là. Tu sais, ils se sont trompés de salle en fait depuis le début et ça fait 12 ans qu'ils se détestent. Oui, c'est juste la A302, tu t'as mal lu en fait. T'étais en A202. Et voilà, c'est tout. Ah, mais parce que moi je suis dans le 302. Littéralement, c'est ça la scission de tout le NPA, c'est ça en fait. Bon voilà, j'espère que ça a permis de répondre à des choses. Après, un petit détail sur le culte du chef pour séduire des gens. Je pense que c'est plus lié à la 5ème République, Tizimil. Je pense qu'en fait, si tu mets pas une figure en avant dans un parti, tu as peu de chances de gagner dans la 5ème République. Mais on pourra en reparler, tout ça. Ouais, après, bon, Voilà, culte c'était du le petit chef. commentaire. Culte du chef, mais celui qui est censé être le grand gourou, machin, il dit arrêtez de dire Mélenchon, ne criez pas mon nom. Ce qui compte, c'est les idées. Ouais. Voilà quoi. Voilà, donc c'était le petit segment, on répond aux commentaires. Et j'espère que ça vous a plu. Bonne réponse. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire ou est-ce qu'on passe au film? Je pense que tu peux passer au film. Ouais, vas-y. Alors, Attends. Peut-être. Ouais, oh. Ah. Peut-être un truc avant. Ouais. Il y a. Est-ce qu'on parle vite fait de la censure sur la version française de Miraculous Ladybug? Oh mon dieu. Parce que. Oh, c'est gênant parce que vu que c'est un podcast, ils pourront pas le voir. Est-ce qu'on peut pas rediriger les gens vers ton stream de lundi et tu le montres en live? Ouais, ou après le podcast peut-être, ouais. Ok, vas-y, comme ça on peut réagir, parce que ouais, j'avoue aussi. On vous pas hype un peu là-dessus, quand même on peut en parler vite fait, mais allez le voir, vraiment l'extrait va être diffusé sur le stream de Bad Mulch. En fait, Miraculous Ladybug, c'est une émission pour enfants qui c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais. Bon, c'est une émission pour enfants, hein, donc vous achetez pas la saison 1 en DVD pour vous dire que je vais me faire une petite soirée, quoi. Mais dans cette série, apparemment, elle a été. Alors, c'est apparemment parce que bon, c'est des dires. Hein, moi, je l'ai pas vu sur TF1, mais apparemment, ça a été diffusé en France et diffusé à l'étranger, aux États-Unis notamment. Et il y a certains passages, notamment concernant les forces de l'ordre, qui ont été coupés. Ouais, en fait, t'as une scène où apparemment la personnage, je sais pas si c'est la personnage principale, mais elle est à Paris, elle monte dans un bus RATP et elle a pas son titre de transport, un truc comme ça, et elle se fait contrôler, il y a la police qui arrive, bref, c'est un bordel. Il y a genre 28 il y a genre 28 CRS qui arrivent et tout. Et en fait, dans la Brave M, se fait mettre par terre. Il y a des voltigeurs, enfin c'est n'importe quoi. Et en gros, dans la version originale, en fait, il y a une critique faite de la police parce qu'ils montrent que la dame, elle donne une bonne raison pour laquelle elle avait pas son titre de transport parce qu'elle a prêté son portefeuille, machin. Et en fait, elle disait la vérité. Et là, t'as le policier qui en fait la connaît et sait que c'est vrai, mais il fait genre c'est faux pour aller dans le même sens que l'agent RATP qui contrôle. Et en gros, en fait, en plus, elle est racisée arabe et du coup, c'est un truc ça dénonce littéralement le racisme. Elle est pas racisée chinoise? Je sais pas, en tout cas, elle est racisée non blanche. Asiatique. Et en gros, ça dénonce le racisme dans la police française. Et les morceaux où ça dénonce sont littéralement gardés que dans la version en anglais et dans la version en français. Hop, la petite censure. Je sais vraiment pas comment ça s'est fait, on l'explorera plus en détail quand on en parlera sur le stream. Bon, c'est pas nouveau, c'est juste que nous on vient de le voir sur Twitter. Hein. Mais ça date apparemment de mai 2022. Non, de mars 2022, je crois. D'accord. Ok. C'est pas un truc nouveau. On vient de le découvrir, donc on a été choqués. Moi, ça y est, je crois au complot. Genre, je crois que Darmanin a passé un coup de fil pour qu'ils enlèvent la critique de la police. Genre, ça y est, genre, on est dans une dictature, les gens, c'est fini, genre, ça y est. Désolé, on est au stade où des œuvres artistiques sont censurées, des passages où ça critique la police.
TF1 est légalement responsable du contenu diffusé, donc si pour quelque raison que ce soit, ils estiment que ça peut poser un problème, que l'histoire pourrait être mal comprise, que les institutions se sentent attaquées ou que cela puisse nuire à la confiance que tout enfant devrait légitimement avoir dans les institutions, ou tout simplement que cette histoire est trop complexe pour eux. Bref, s'ils estiment finalement que ce qu'on a essayé de faire ne les a pas convaincus, alors même si ça me désole, je peux comprendre qu'ils coupent ce passage. Pas par autoritarisme, comme beaucoup le diront, mais par prudence. Inutile de faire un mauvais procès à TF1. Attends, quoi? Qui dit ça? Thomas Astruc, le créateur de Miraculous. Donc, attends, donc c'est TF1 qui a Inutile décidé de faire un d'enlever? mauvais procès à TF1 en criant au fascisme ou à l'atteinte à la liberté d'expression. C'est celui dont le travail a été coupé qui vous le dit. TF1, c'est pas CNews, ils sont bien plus ouverts que ce qu'on en imagine. Aucun biais. Aucun Quoi? biais. Attends, quoi? C'est la personne qui a écrit ces scènes qui vous le dit. Ouais, Donc ouais. c'est légitime. Attends, mais si t'as C'est écrit la ces personne scènes, qui c'est que tu vend voulais sa que ça série soit à sa œuvre, TF1 qui non? vous le dit. Oui, c'est la personne qui a un lien de subordination. Non, mais c'est quoi ce truc? Mais comme tout média en position dominante, tous les regards sont braqués sur eux à guetter le moindre faux pas. Ils doivent donc être convaincus par ce qu'ils diffusent. Là, ils ont eu un Oh doute en concernant un non! programme pour un fond. Le doute n'est pas permis. On ne peut Oh pas. non, l'absence de courage, l'absence de colonne vertébrale totale. On peut ne pas être d'accord, mais je pense que la situation mérite qu'on soit plus nuancé. Oh. TF1 n'a pas encore réagi sur ce sujet. J'en peux plus de ce pays, j'en peux plus. Vous irez voir sur la. Défendez, la chaîne en plus, j'arrive même pas à croire que c'est lui qui a écrit les scènes et qui a fait. Peut-être il a réalisé, je sais pas s'il a écrit ça, genre c'était pas son idée, tu vois. C'est donc comme ça. Tu réagiras à ça. Ok, vas-y, on le regardera de toute façon. On passe au film. Alors, apparemment, tu n'as pas vu le film. Les gens, ok, non, je tiens. Faut que je m'explique, il faut que je me défende un petit peu, d'accord? Vas-y. J'ai fait deux débats. Je peux faire ma petite pause. Vas-y, fais ta petite pause. Les gens, je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait 2 débats, j'ai souffert, j'étais dans le combat rhétorique, j'étais dans l'énergie dépensée pour ça. Et je me suis effondré dans mon lit. Pas juste après les 2 débats, les gens. J'ai fait une nuit blanche et je me suis endormi à 7h du mat après, notamment parce qu'un Red Bull a été consommé, parce que je pensais que ça allait m'aider à gérer la discussion. Donc non, en fait, et après je suis tombé malade, enfin j'ai un truc bizarre, bref. Ça passe comme excuse ou pas? Est-ce que ça passe comme excuse pour ne pas avoir fait mes devoirs cette semaine? Mais j'ai regardé les 10 premières minutes de Shawshank Redemption, hein. Ça avait l'air bien, hein. Ça avait l'air plutôt cool. Si vous avez des questions, les gens, n'oubliez pas que vous pouvez faire un petit don et les poser dans le message de don sur Ko-fi. Vous avez le lien qui est dans le chat pour les gens qui regardent le podcast en live. Merci beaucoup, c'est ce qui nous permet de continuer à fournir les épisodes de façon gratuite. Le petit modèle de financement où vous posez des questions, vous avez des réponses. Et n'hésitez pas à poser des questions sur des sujets vraiment précis, en profondeur et tout. On fera du mieux qu'on peut pour y répondre. Et Thibaut InShape porte plainte contre Blast à cause du dernier rhinocéros. Ça, c'est l'info que je viens de voir. Est-ce que... Alors, attendez, je regarde. Apparemment, d'accord. Alors, ouais, pour les gens qui ne savent pas, il y a Usul qui a... Enfin, Usul et Lumi sur la chaîne Blast qui ont fait une vidéo pour critiquer Thibaut InShape et diverses collaborations qu'il a faites avec le gouvernement, l'armée française et des idées qu'il diffuse dans son contenu, etc. On n'a pas encore regardé sur stream cette vidéo, je pense qu'on va la regarder après ce podcast. Et on commentera parce que je ne sais pas si je suis d'accord sur 100% des trucs qu'a dit Usul, mais de toute façon je suis sans doute d'accord sur une bonne partie des critiques, on va dire. Visiblement Thibaut InShape du coup va porter plainte, probablement pour diffamation. Donc c'est intéressant, on va regarder comment se développe cette histoire. Ça me surprend qu'il porte plainte pour ça, hein, franchement. Qu'est-ce qu'il dit? Tout argent potentiellement gagné sera directement redistribué à une association qui vient en aide aux blessés de guerre ou aux familles qui ont perdu un proche mort pour la France.
D'accord, donc c'est littéralement un truc, il va essayer de faire... C'est quoi? Alors, il porte plainte... Je comprends pas, c'est quoi l'accusation? Il porte plainte contre un média suite à la publication d'une vidéo YouTube la semaine dernière. À mon encontre, je ne citerai pas ces derniers car je prône ni la haine ni le harcèlement. Je vous tiendrai au courant de l'avancée, mais du coup, il porte plainte pour quoi? Pour diffamation? Bon, on suivra cette histoire avec intérêt. Ah, t'es là. On me voit plus? Si, c'est bon. Pardon, j'avais switché la table, parfois ça fait ça. Ok. Bon, alors du coup, t'as pas vu le film, mais c'est pas grave. Non, vas-y, je te laisse gérer cette partie. Du coup, je me fais spoil le film, les gens, c'est marrant. Hein. Ou sinon je pars. Sinon, je fais ma pause aussi. Non, vas-y, c'est pas grave. Gâche-moi toute mon expérience, vas-y. Donc, pour vous rappeler, dans cette émission, on vous recommande, on a une petite session, on recommande un film pour la semaine prochaine. C'est des films vraiment qui nous ont touchés, qui nous semblent importants de voir. Et la semaine dernière, on avait parlé de Good Will Hunting avec passion. Oui. Cette semaine, c'est Shawshank Redemption. Ça va l'accent? Pas mal. Franchement, je peux rien dire dessus, ça va. En français, Les Évadés. Alors, c'est un film qui date de 1994, qui parle d'un homme qui va en prison. Alors, apparemment par erreur, il serait pas coupable, mais il va quand même en prison pour le meurtre de sa femme. Il arrive en prison et il comprend rien à ce qui lui arrive. Il se dit mais attends, mais je suis pas coupable et tout. Et du coup, tout le monde lui dit mais personne n'est coupable ici. Tu vois. Et du coup, ça nous montre déjà, et il y a eu plein de séries depuis qui nous montrent la vie dans une prison. Il y a eu plein de contenu et tout, mais moi, c'est un des premiers films où j'ai vu vraiment une prison de manière assez brute de décoffrage. Tu vois, c'est vraiment, voilà, on est dans une prison, voilà comment ça se passe, quoi. Ouais. Ça a l'air assez crédible, le fonctionnement carcéral par rapport à comment fonctionnent les États-Unis. Et tu vois l'évolution de cette personne en prison, qui rencontre notamment un homme joué par Morgan Freeman. Et pendant tout le film, ce qui va se passer, c'est que cette personne va se dire, bah pourquoi on peut pas juste s'évader, tu vois. Mais il y a aussi plein d'autres histoires, on rencontre plein d'autres personnages. Je vais en parler parce qu'il y a un personnage qui je trouve hyper important dedans. Et bon, ça, pour ce film, on peut spoiler parce en France, ils ont appelé le film Les Évadés. Donc bon, ils nous ont facilité la tâche. Le film est ils ont littéralement spoil. Mince. Oh non, la France. Ils sont évadés en fait à la fin. Et en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de voir comment est-ce qu'il fait pour s'évader, parce qu'il utilise beaucoup de choses différentes. C'est pas juste une évasion qui serait du style je vais convaincre un garde de me laisser sortir, ou c'est pas une évasion du style je vais construire je vais juste sauter au-dessus de la barrière et après tu vois la fuite de la personne. Non, c'est une évasion. Un petit truc technique qui fait qu'il peut s'évader. Ouais. C'est vraiment la personne met tout en place pour, une fois qu'elle est sortie, c'est fini. La personne n'a plus de problème. C'est une évasion complètement réussie. Tu vois. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai recommandé ce film? Moi, je pense que il y a vraiment dans ce film-là une critique du fonctionnement carcéral. Et aussi l'idée que il y a un moyen. On peut quand même s'en sortir, quoi. C'est anti-Doom. Il y a un moyen de s'en sortir. C'est assez anti-Doom, ouais. C'est assez anti-Doom. C'est aussi très triste. C'est parce qu'il y a plein de critiques, comme je le disais, de la vie en prison, de la sortie de prison. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est en prison pendant tout le film, qui est très vieille, qui a fait toute sa vie en prison quasiment. Cette personne sort de prison, alors que cette personne est très, très impliquée dans la vie au sein de la prison. Cette personne est libérée et tu la vois, la scène, elle est forte parce que tu vois la personne sortir de la prison. Elle a jamais mis le pied dans le monde depuis peut-être 30 ans de sa vie.
et cette personne sait pas du tout quoi faire. On lui donne un travail pour emballer des courses pour les gens, tu vois. Ouais. Et du coup, cette personne dit mais je fais quoi? C'est quoi ma vie? Il y a eu aucune réhabilitation de cette personne en fait. Il y a eu aucun. Donc au Ouais. final, cette Aucune personne réinsertion, aucune adaptation, surtout en 30 ans, la Ouais. société change énormément. Ça doit être, Bon, je vais ouais. pas spoiler plus que ça pour toi, vu que tu l'as pas vu, mais voilà. Ah ouais, du coup, ce segment, il est. La règle, c'est genre, on vous spoil tout le film, et là, cette semaine, c'est l'exception. Ouais, juste cette. Non, mais il y a des petites scènes comme ça, je peux te laisser le petit doute. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui est emprisonnée est très intelligente, très très stratégique. Et cette personne va, par exemple, c'est un inspecteur des impôts, quelque chose comme ça. Et elle va réussir à se mettre dans les petits papiers du directeur de la prison. Il est très insistant, par exemple, il veut améliorer la bibliothèque de la prison. Ouais. Il veut acheter des livres pour la bibliothèque de la prison. Du coup, il demande il demande une aide à un truc d'État ou je sais pas quoi. Il demande une aide. On a besoin d'une aide pour la prison. Et il lui répond non, vous n'aurez pas l'aide. Il redemande l'aide chaque semaine pendant peut-être 2 ans. Il renvoie la lettre. Et du coup, il envoie voici un chèque de $800. S'il vous plaît, ne nous envoyez plus de lettres. Parfait. Et du coup, ils peuvent refaire toute la bibliothèque et tout. Et, ouais, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à faire les comptes pour le directeur de la prison. Et il va commencer à gagner la confiance du directeur de la prison, petit à petit. On va lui faire confiance. Et s'il donne des lettres à poster, c'est sans doute pour les comptes du directeur de la prison. Donc on poste toutes les lettres qu'il fait et tout. Et en fait, depuis la prison, il va créer de toutes pièces une identité. Il va envoyer des fonds. Il va Ah et ouais, d'accord. il va se créer une identité parallèle et tout pour qu'au moment où il sort, il peut juste être cette personne-là. Tu sais, aux États-Unis, commencer en plus, il y a pas de. Enfin, tu vas dans un autre état, tu peux t'appeler un autre nom et c'est bon, t'as une nouvelle vie, tu vois. Oui, 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 ouais, tu peux redémarrer de zéro. En plus ou moins, ouais. Ouais. Mais du coup, Et est-ce que tu trouves que dans le ouais, film, il y a un message pro-réhabilitation, enfin justice réhabilitatrice, quoi? oui, clairement. Parce que moi j'ai vu juste les 10 premières minutes juste avant de commencer le podcast, là. J'ai tenté, genre, je sais pas Ouais, pourquoi très dans ma sérieux tête, je tout me suis ça. dit, bon, j'allais pouvoir le regarder, mais en fait, non. Euh, mais ouais, ça avait l'air d'être. Enfin, de commencer sur un angle de critique, ouais. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que bah, c'est un grand message d'espoir parce qu'il s'avère que du coup, l'ami. Je vous laisse le regarder pour ceux qui l'ont pas vu parce que tout le long, de voir comment est-ce qu'il a fait au final pour s'évader, c'est assez marrant, c'est assez intéressant. Et tout, tu sais, c'est le genre de film où tout s'imbrique au dernier moment. Tu dis, ah oui, d'accord, tu vois. Hmm. Et en fait, son meilleur pote, il sort de prison bien après. Et tu le vois refaire les pas de l'autre personne qui était sortie de prison, qui avait aucun sens à sa vie, tu vois. D'accord. Et il refait les pas et au lieu de mal finir, il se rappelle que l'autre s'était évadé et il se retrouve à la fin et voilà, il kiffe la vie, il vibe. Ah, voilà. Voilà, la fin anti-Doom. Parfait, parfait. Voilà. Ok. Je peux pas trop en parler parce que j'ai pas Ouais, envie de te ouais, ouais. gâcher, On vraiment, peut j'ai pas envie de pas. te C'est gâcher. genre, ouais, on peut pas faire l'avis complet. Mais peut-être on reviendra, peut-être on dira 2-3 mots pour en parallèle du film Ouais, la semaine prochaine, ouais, peut-être quand je on l'aurai vu, laissera quoi. En on fait, t'es laissera un trop petit gentil avec commentaire. moi, tu veux pas me spoil, c'est ça le problème. Bah non, attends, il est vraiment bien, il est vraiment bien. Ok, ok, bah trop bien. Bah, ouais, je le regarderai. Et, tu voulais dire encore des petits trucs dessus ou on passe aux questions? Attends, il faut d'abord proposer le film de la semaine prochaine. Ah oui. Qu'est-ce Alors que tu nous déjà, proposes? j'aimerais rappeler les films qu'on a déjà vus pour les gens qui s'intéressent à ça, qui disent ah mais moi aussi je veux voir des films. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui m'avaient demandé, ils m'ont dit attends mais c'était quoi déjà les films que tu avais dans ta liste et tout. Parce qu'en fait des fois on n'a rien à voir et c'est des films
ils sont trop oubliés, je trouve. Il y a plus la télé pour te remettre en boucle les classiques. Parce qu'on est passé à un système où c'est nous qui allons voir les films, tu vois. Ouais, il faut que l'algo te le suggère, il faut que Netflix voilà. veuille bien que ça soit ça que tu regardes. Ouais. Je trouve quand même que c'est mieux que ce soit nous qui choisissons les films. Par contre, je trouve que c'est triste que on aille. C'est ce que je disais sur l'épisode, peut-être il y a 2 semaines, où on parlait d'acheter du contenu sur Internet, tu vois. Oui. Vu qu'on a payé pour Netflix, ou alors on a payé, ou alors justement on a payé pour rien, du coup on est sur YouTube, on va se limiter à ce qui est disponible sur les plateformes. Et des fois, c'est bien dommage parce que franchement, il y a des choses, ça vaut 3 euros genre, il y a des locations à 1,99 €, tu loues un film. Des fois, ça vaut le coup, tu vois. Ouais. C'était quand même mieux quand on avait l'ORTF, comme ça on regardait tous exactement les mêmes choses et il y avait un sentiment commun de culture commune et on n'était pas genre tous avec notre vision pro dans notre salle de bain en train de regarder. Ouais. Exactement. Donc, on a parlé de Truman Show, ensuite Pleasantville, ensuite Good Will Hunting, et cette fois-ci, on avait parlé de Shawshank Redemption. Le prochain film, moi, je pense qu'il faut regarder maintenant. Vas-y, balance. Ouais, il est en anglais le titre. Est-ce que j'ai peur que tu me critiques pour mon accent. Juste dis-le, c'est bon, juste dis-le. Je dis le titre en français. Je dis le titre en français. Le cercle des poètes disparus. Dead Poet Society. Ouais. Dead Poet Society. Ça va, j'allais pas te. Ah là là, bref. Ok, le cercle des poètes disparus. Alors, je voulais le recommander avant, mais je me dis, on va pas mettre 2 films avec Robin Williams l'un après l'autre, quoi. Franchement, ça me fera 2 films à regarder, c'est bien, c'est très bien. Tu l'as pas vu, le cercle des poètes? Je l'ai pas vu non plus. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Et justement, c'est pour ça qu'on fait, cette série de recommandations. Le titre est étrange. Ah, bah écoutez, si vous ne l'avez pas vu, Le cercle des poètes disparus, un film très très intéressant. Non mais proposez pas vous des films. Vous allez envoyer des messages. Lis pas le chat, c'est le podcast, t'as pas le droit de lire le chat. En tout cas, t'es en train de me sortir de mon biais de regarder que des films récents en ce moment. Que des films américains jusqu'à maintenant, effectivement. Et il y aura que des films américains dans cette sélection jusqu'à ce qu'un bon film soit fait en dehors. Aïe. Je rigole. Attention. Aucun second degré sur ce podcast, jamais. Je regarde si j'ai des films qui sont pas américains dans ma liste. Après, est-ce qu'il n'y a pas une take à faire sur la culture cinématographique US qui est plus anti-Doom que les films français? Il y a combien de films français qui sont pas Doomers? Oh, il y en a pas mal quand même. De plus en plus ces derniers. Moi, je suis content parce que il y a une recrudescence de films de qualité. Je pense qu'il y a toute une génération qui ont eu des films, pas que des films français Doomers, et qui aujourd'hui font des films. Là, il y a 2 films français que j'ai vus récemment qui m'ont bien plu, avec le même acteur. Attends, il y avait un film, ça s'appelait 2 mois, mais pas moi, M-O-I-S, M-O-I. D'accord. Et il y avait un autre. Attendez, il faut que je retrouve. Un autre avec un concept de voyage dans le temps assez marrant. Ah, où ils sont dans la maison et Attends. ils descendent d'une échelle et ils voyagent dans le temps. Quoi? Ok, non, c'est pas grave. C'est la pire chose quand t'as envie de raconter un film à quelqu'un et t'as pas le titre ou le contexte ou le nom des acteurs. Moi, je donne le titre, ok? En même temps, t'as une meilleure mémoire que moi. Moi, ma mémoire est vraiment catastrophique. Il y a Mon Inconnu et 2 mois. Mon Inconnu et 2 mois. L'acteur s'appelle François Civil, apparemment. Et ouais, okay. les deux étaient très très bien, et les deux étaient positifs. Ah, trop bien. Cool. Donc, un des deux est un peu plus français, si vous voyez ce que je veux dire, que l'autre. Un des deux est plus prisé par le Festival de Cannes que l'autre. Aïe. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais je sens que je vais pas aimer le film dont tu parles. Cool. Bon, bah ça marche pas, c'est bien. Si vous voulez des films anti-Doom, allez voir ceux-là, du coup, apparemment. Et voilà, non mais en priorité quand même, le cercle des poètes disparus. On en parle la semaine prochaine. Ouais. Est-ce que tu veux parler vite fait du Vision Pro?
Non, Ok. j'ai pas envie d'en parler. On passe au segment questions. Non, ok, on parlera du Vision Pro dès qu'il y aura un use case, dès qu'il y aura un usage qui sera officiellement dévoilé, ok? Ok, ça marche. Ok. Du coup, on en a parlé pour dire que pour l'instant, on n'en parlait pas parce qu'il n'y avait rien. Ouais, exactement. Donc, on a quand même dit Le quelque chose segment- techniquement, sans le dire. Le segment questions-réponses, c'est parti. C'est parti, les gens. Merci pour toutes vos questions cette semaine. Alors, on a une question. Attends, il faut que je les affiche. Vas-y, Oui, les gens, affiche-le. on les affiche maintenant. Grosse nouveauté du podcast. On innove, les gens. On n'a jamais été aussi ambitieux. On a un Pendant tout le texte segment. Ouais. sur le podcast qui montre littéralement la question. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, en fait? C'est ça la question que je me pose, moi. C'est est-ce que les gens se rendent compte à quel niveau on est de production de contenu, quoi? Pendant tout le segment questions-réponses, vous pouvez vous-même continuer à poser des questions. N'hésitez pas. Alors, voilà. Spontanément, on cherche à avoir le dernier mot. Comment identifier le moment où il faut quitter le débat, même si ça veut dire que l'adversaire va pouvoir déblatérer tout son copium et donner l'impression qu'il a le dernier mot? J'ai jamais compris le concept du dernier mot, j'ai jamais compris. Wow. Je t'en avais déjà parlé, non? Oui, tu m'as déjà parlé de ça. Le concept d'avoir le dernier mot et du coup, c'est toi qui remporte, ouais. Moi, il m'est arrivé beaucoup de fois. Ça m'arrive de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de gens toxiques dans ma vie. Donc, j'ai l'impression que c'est lié à ça. Mais ça m'est arrivé énormément de fois où juste je suis en train de parler, la personne me dit un truc complètement stupide ou bizarre. Je dis, mais attends, mais tu viens de me dire un truc complètement stupide, bizarre. La personne redit un truc encore plus stupide ou encore plus bizarre, mais plus fort, de plus en plus énervé. Et ce cycle-là peut avoir lieu pendant peut-être 5 minutes avant que la personne me dise, t'auras pas le dernier mot, d'accord? Et je me rends compte que la personne essayait simplement d'avoir techniquement le dernier mot d'un point de vue oral, d'avoir, elle, prononcé verbalement quelque chose en dernier. Et je me rendais pas compte que ça existait, Enfin si, du coup je m'en rends compte maintenant, mais dans le moment, je me dis, mais attends, moi j'ai l'impression d'avoir un échange avec la personne. Du coup je vais dire, bah non, attends, on n'est pas mardi. Mais c'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave, du coup t'énerves pas. Mais Ah Oui, genre juste la personne veut avoir le... Ouais, c'est très bizarre. Je me suis pas énervé d'ailleurs. Bah, tu t'énerves un petit peu là quand même. Mais je crois que tous ces trucs-là, c'est toujours une question d'ego. Ça veut dire les gens juste veulent pas avoir tort en fait et montrer, enfin que ça soit, ils veulent pas perdre la face en fait. Hein. C'est ça fondamentalement. Ils ont l'impression qu'ils vont perdre la face et tout, de changer d'avis ou de se remettre en question. L'ego, c'est tout un problème quoi. Alors comment on fait pour savoir à quel moment il faut quitter le débat? Ça dépend encore une fois. Est-ce que vous êtes dans un débat public ou un débat privé? On le dit à chaque fois, si vous êtes dans un débat privé, vous pouvez partir à n'importe quel moment, vous en avez quasiment rien à faire. C'est-à-dire si la personne est déjà dans cette logique où elle veut avoir le dernier mot, honnêtement, vous pouvez partir dès que ça apparaît dans la discussion. La discussion est devenue toxique à partir de ce moment-là. La personne essaie plus de comprendre et essaie plus d'échanger avec vous. À mon avis, vous pouvez juste partir genre, bon ok. Et vous partez, la personne va continuer et tu dis rien. Tu dis rien, tu la laisses dire 3-4 phrases. Toi, tu dis rien, c'est pas grave. La personne va se calmer. Des fois, la personne va juste revenir et dire, ok, vu que toi, t'as juste rien dit pendant 3 phrases, la personne, peut-être dans 15 minutes, va se calmer. Les émotions prendront plus le dessus. La personne va revenir, va dire, désolé, je t'ai énervé, voilà quoi. Ouais. Par contre, dans un débat public, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui. Et je saurais pas trop comment dire. Hein. Et je sais pas trop quoi conseiller. Qu'est-ce que tu conseilles toi? Qu'est-ce que je conseille? Moi, je pense qu'en fait, il faut... C'est souvent des situations où la discussion commence à tourner en rond. Tu vois, la personne donne des arguments, ils sont pas valides, et du coup, il y a des contre-arguments qui sont donnés, on montre qu'en fait, c'était pas valide, et la personne va peut-être redire un truc qui a été dit précédemment, donc en fait, on reboucle sur un truc qui est déjà... Et ça, vous pouvez faire genre 1 ou 2 fois, parce que bon, juste pour que le public comprenne et tout, vous pouvez boucler genre 1 fois, 2 fois, et réexpliquer peut-être... en allant plus dans le détail, en essayant d'être plus convaincant, en changeant un peu l'exemple que vous donnez, en voyant, voilà, est-ce que ça va pas débloquer la discussion. Mais je pense une fois que ça tourne un peu trop en rond, là, c'est obligé de dire, bon,
On a tout fait pour essayer d'éclaircir ce point. Venez, viens, on passe à autre chose, on arrête la discussion, quoi. Et ouais, quitter le débat. Tu dis même si ça veut dire que l'adversaire va pouvoir déblatérer tout son copium et donner l'impression qu'il a eu le dernier mot. En fait, vous avez juste des gens qui sont de mauvaise foi jusqu'au bout et qui ensuite vont se servir du fait que ça tournait en rond et que du coup vous avez mis fin à la discussion de façon... en tout cas sur ce sujet-là, vous avez dit on peut plus parler de ça. Ils vont dire comme t'as mis fin, c'est parce qu'en fait on pouvait pas continuer, parce que si on avait continué, on aurait bien vu qu'en fait c'est moi qui ai raison, t'as peur de continuer la discussion. Bien sûr, il y a des gens toxiques qui font ça. Et juste, on peut pas les laisser faire. On peut pas les laisser en liberté, en fait. Il faut au bout d'un moment, il faut les mettre au goulag. Il faut. Non, pardon. Il faut. What? Non, je veux dire au goulag rhétorique, tu vois. Il faut dire maintenant, la discussion prend fin. Oula. Mettez Bref, pas démocratie, les gens. Mettez pas démocratie dans les partis. Non, voilà. Au bout d'un moment, il y a des limites. Il y a des limites. Et notamment. Vous allez avoir des gens comme Mulch qui proposent de mettre les gens au goulag. Aucun rapport avec le débat sur la démocratie interne qu'on a eu mercredi soir avec le gars, où j'ai juste dit non mais c'est fini et je l'ai viré du vocal. Non, ouais, parfois c'est totalement nécessaire, on peut rien faire différemment. Après, si vous restez sur les faits, et pour un débat public je veux dire, si vous restez sur les faits et que la personne, si elle veut continuer à parler, elle sera obligée de dire n'importe quoi, puisque vous aurez déjà répondu sur les faits. Donc... ouais, non, c'est compliqué. Mais après, ces gens-là se ridiculisent assez facilement tout seuls, donc laissez-les avoir le dernier mot de manière complètement ridicule, et eux, ils seront satisfaits, et c'est pas pour ça qu'ils... Si eux vous disent « Ah, tu vois, j'ai eu le dernier mot !» dans un débat public, et que toi, tu réponds même pas, et que tout le monde a bien vu que le point que t'as essayé de défendre, c'était évident, genre... Des moments comme ça, c'est un big win hein, pour vous, hein. Et vous laissez la personne... En plus, honnêtement, vous êtes... Enfin... Imaginez le scénario, vous voyez une personne qui répond pas à des déblatérations comme ça, bah vous trouvez que c'est la personne qui est plus stylée que la personne qui essaie d'avoir le dernier mot quand même. Ouais, logique. Voilà. C'était pour cette question. Je crois qu'on a bien répondu. Ah, on a une question qui vient de drop. Ah, merci les gens. Merci pour la question. Alors on a aussi un support. Est-ce que le support, il y a une question en privé peut-être? Attends, quoi? Il y a quelqu'un qui a supporté le show, merci beaucoup. Mais il n'y a pas forcément de Oui, ah non, je vois pas de message, je vois pas de question. D'accord. Bah merci en tout cas pour les personnes qui nous supportent sans même me poser de questions, ça fait énormément plaisir. Ouais, merci beaucoup pour le don. Question suivante qui vient de tomber. Je la mets à l'écran pour vous. Les évadés ne spoilent pas. Il évoque la liberté de l'esprit malgré les murs, l'espoir. Scène de la musique par exemple. Il y a littéralement pas 2 évadés dans le film. Si ça spoilait, ça serait un singulier quoi. Ça c'est une question pour toi, ça. Je peux pas répondre. Ok, attends. Ok, je vais reformuler un peu parce que j'avais pas compris. Le titre Les évadés ne spoile pas le film. Il évoque la liberté de l'esprit malgré les murs, l'espoir. La scène de la musique, par exemple. Il n'y a pas 2 évadés, donc il n'y a pas plusieurs évadés. Si ça spoilait, le film serait au singulier. Donc en fait, le titre Les évadés évoque non pas la personne qui s'évade, là du coup c'est moi qui spoil ouvertement, mais tous les gens qui sont dedans qui cherchent à s'évader. C'est une belle manière de voir les choses. Une belle manière de voir les choses qui pourtant spoil complètement le film, faut arrêter. Je vois ce que vous voulez dire, mais si tu vas voir un film qui s'appelle Les Évadés qui se passe en prison, t'es spoilé, tu t'es fait spoiler. Tout le long, tu te demandes si oui ou non ils vont s'évader. Ouais, bon, bref. Ouais. Mais belle vision des films. D'ailleurs, j'ai pas parlé de cette scène de la musique, c'est vrai. À un moment, il s'enferme dans le bureau du directeur. Il allume les haut-parleurs qui sont là pour annoncer normalement allez en salle de récré, allez en tu vois. Il les allume à fond et il met de la musique classique dans l'intégralité de l'établissement. Oui. Et nice. Et il ferme à clé la porte du directeur complètement et il s'enferme et il laisse la musique tourner. Et genre il y a tout le monde qui arrive pour défoncer la porte du directeur. Et tout ce qu'il est en train de faire, c'est juste mettre de la musique. Il a juste mis une musique classique pour tout le monde.
et on essaie de défoncer la porte pour le faire sortir, pour l'empêcher d'être... Elle est très très forte cette scène. Merci de l'avoir mentionné d'ailleurs. En tout cas, ça me donne bien envie d'aller voir le film juste après le stream là. Ouais, non, va voir. J'ai kiffé. J'aime bien en tout cas la vision en disant les évadés, mais non, t'inquiète, ça spoil pas parce qu'il y a un S. Et du coup, ils sont tous On a peut-être eu évadés. un don ce soir de la personne qui a proposé cette traduction à l'époque en français et qui voulait défendre le choix. C'est peut-être la Non, personne. ah oui. Je pense que c'est littéralement la personne qui a fait ce choix. J'ai pas spoilé, ok. C'était qui va comprendre Rédemption de Shawshank. Ok, donc c'est mieux de dire juste les évadés. Voilà, c'est tout. On a fait un brainstorming. On avait toute la liste des options. C'était la moins pire, ok. D'ailleurs, même aux États-Unis, ils ont changé le titre au dernier moment. Comment je pouvais savoir? Parce qu'ils ont pas de pluriel aux États-Unis, donc il y avait The Escapists, et du coup il fallait dire le S pour savoir que c'était pas un. Donc c'est pas juste. Aïe. Merci ok, beaucoup. Bon, en tout cas, merci pour la question. Alors, moi, je veux juste revenir sur une question qui était de la semaine dernière, sur laquelle on devait revenir parce que la personne a suggéré. Ah oui, il fallait voir le contenu de quelqu'un. Oui, il fallait voir la vidéo de Homo Fabulus. Du coup, merci beaucoup pour le lien et pour la référence de cette chaîne YouTube parce que je le connaissais pas et j'ai regardé, pas en entier encore, mais je vais la terminer. Hein. Mais j'ai regardé sa vidéo du coup sur peut-on être de gauche et aimer la biologie du comportement humain, Psycho Evo numéro 8. Donc la vidéo, en fait, c'est super intéressant. Ça parle de des différences biologiques, notamment par exemple entre les hommes et les femmes, et à quel point c'est lié à la génétique ou non, tu vois, dans les différences comportementales, dans les différences de centre d'intérêt, de plein de choses comme ça. Et toute la vidéo est super dans le détail et super précise sur les définitions, sur pourquoi est-ce que toutes les recherches sur la biologie du comportement humain sont controversées parce que historiquement ça a servi, enfin certaines interprétations de ces recherches-là ont évidemment servi à faire du racisme, du sexisme, à justifier plein de politiques dégueulasses et d'idées horribles et tout. Mais en fait, il parle du fait qu'en fait, on peut... Enfin, les choses sont très complexes. Ça veut dire que tu as la génétique. Après, l'expression de la génétique dépend complètement de l'environnement physique, même des interactions physiques avec le monde. Et tout ça dépend en plus du contexte social dans lequel ça s'exprime. Il donne un très bon raisonnement à un moment en disant, par exemple, sur la couleur de peau. La couleur de peau, ça dépend, de facteurs génétiques. Après, ça dépend de facteurs physiques, environnementaux, comme ton exposition au soleil, d'accord? Si tu vas plus dehors, si tu es dans un pays où il y a plus de soleil ou quoi, tu vas être plus bronzé. Donc, ça dépend du taux de mélanine déterminé par tes gènes. Après, aussi du soleil et aussi du contexte social. Ça veut dire que tu as des pays où le fait d'être bronzé est vu comme plus valorisé socialement. Et tu vois, c'est lié à des idées de privilèges, t'as les moyens de partir en vacances et tout. Ou dans d'autres contextes sociaux, c'est lié c'est plutôt quand t'as la peau plus claire que c'est bien vu, notamment en Chine et dans des pays asiatiques et tout, c'est le cas. Et donc c'est pour expliquer la couleur de peau des gens en société, t'as le facteur génétique, environnemental, physique et environnement social qui joue. Ça, c'est un des trucs qu'il développe. Et en gros, je pense, j'ai pas encore terminé la vidéo, donc je donnerai mon point de vue final sur la vidéo quand j'aurai fini. J'ai regardé environ les 45 premières minutes pour l'instant. Mais en fait, ça a l'air d'être... Au lieu de regarder Shawshank Redemption, hein, mais bon. Littéralement. Mais non, ça a l'air d'être vraiment un truc où ça prend des... Parce que tu sais, la droite et l'extrême droite adorent prétendre que des différences mesurées dans plein de choses entre... des catégories sociales, que ce soit les hommes et les femmes ou des populations de différents pays, etc., sont en fait naturelles parce qu'on le montre avec des études ou parce qu'il y a un lien avec la génétique, entre guillemets. Genre, il y a certains aspects qui pourraient être influencés par la génétique en partie. Donc, en fait, toutes les différences sont naturelles et génétiques et donc on peut rien changer, tout est figé pour justifier en fait des idéologies conservatrices.
je pense que la vidéo prend ces idées, prend les données scientifiques, les recherches dessus, et finalement conclut qu'en fait, non, on peut pas du tout conclure que du coup, on peut rien changer, que du coup, on peut pas mettre en place des politiques pour améliorer les choses, rendre la société moins discriminante envers telle ou telle catégorie. Et non, ça a l'air très très bien. Donc je te donnerai mon avis final sur la vidéo quand j'aurai tout vu, parce que ça dure quand même 2h40. Mais ouais, ça a l'air super basé comme contenu, ça a l'air super intéressant en tout cas, pour débunker complètement la psychologie évolutionnaire et la biologie du comportement humain telle que la droite et l'extrême droite le présentent. En fait, on peut pas en conclure ce que eux concluent, quoi. C'est ça la vidéo. Donc merci pour la découverte. Nous avons une nouvelle question, merci beaucoup. Joe, Merci Joe. quelle est la manière la plus efficace de combattre l'obscurantisme et la haine dans la société? Pourquoi l'amour? Comment on fait? Ouh, grosse question. Alors, la manière la plus efficace de combattre l'obscurantisme et la haine dans notre société. Moi, je pense que les gens ne naissent pas avec des idées néfastes pour le monde, avec des idées réactionnaires. Je ne le pense pas. Je pense que c'est très facile d'observer que les gens, quand ils ont certaines idées en tête, ça provient de leur environnement. Et donc, c'est une question d'observer l'environnement, le contexte, et de voir en fait quels sont les vecteurs de diffusion des idées obscurantistes ou des idées haineuses à la base. Parce que, bon, après, quand tu grandis, ça va être ton cercle familial en premier lieu, avec qui tu as des interactions qui vont grandement t'influencer. Ensuite, ça peut être l'école, ça peut être... Mais dans toute la société, il y a quand même des points où c'est le point de départ de ces idées. Ça veut dire que ta famille, tes parents, etc., s'ils te transmettent l'idée que les femmes sont faites pour faire la vaisselle, c'est naturel, ou je ne sais quoi, eux ont reçu ça de la part d'autres vecteurs. Donc tu as quand même des trucs, parce que tu peux pas individuellement aller changer, aller dans chaque maison, dire à chaque personne, convaincre chaque personne. Le plus efficace, c'est de lutter contre, enfin de regarder systémiquement quels sont les points de départ de ces idées. Donc en fait, ça va être les médias. Hein. Ça va être les médias qui sont le facteur numéro 1 de diffusion d'idéologie politique. Les célébrités aussi. Les célébrités, enfin tout ce qui a de l'influence. Donc les influenceurs, les médias, que ce soit des médias télé, radio, internet, journaux, papier, livres. Ouais. Et donc, comment on combat ça? Moi, je pense, pourquoi est-ce qu'il y a une telle diffusion de ces idées dans la société? Moi, je pense que c'est fait sciemment par des gens qui possèdent ces médias-là, et soit ils sont convaincus par ces idées premier degré, et donc ils veulent que d'autres gens soient convaincus, ils ont les ressources et le pouvoir et le contexte, ils font qu'ils peuvent créer des médias pour diffuser ces idées-là. Soit ils pensent que c'est dans leur intérêt qu'une partie de la population croit ces choses-là. Je pense qu'il y a des gros actionnaires de médias d'extrême droite en France qui ne croient pas, quand ils écoutent eux-mêmes, j'en sais rien moi, Pascal Praud sur CNews, ils se disent pas « Oui, c'est super intelligent, je crois en tout ça ». Je pense qu'il y a aussi un truc de « On va volontairement désinformer, on va volontairement diviser les gens en diffusant des idées de la haine et des idées néfastes ». Après, ça dépend. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être des biais cognitifs qui jouent. Mais en tout cas, le fait que dans la société dans laquelle on est, les inégalités économiques soient aussi immenses, le fait qu'il y ait une classe de gens ultra riches en haut parce que le fonctionnement de la propriété est celui qu'il est dans le capitalisme actuel, quand tu possèdes au-delà d'un certain capital, ton capital augmente exponentiellement à partir de là. Quand tu possèdes une société, tu as le contrôle complet sur cette société-là, le fonctionnement de l'immobilier, etc. Créer une distinction de classe entre le top 1% environ, 1, 2, 3%, et tout le reste de la population. Et pour maintenir en place le système et le statu quo, diffuser des idées qui vont permettre ce maintien du statu quo, parce que les gens ne se rendent pas compte de la réalité, ils pourraient avoir beaucoup plus de contrôle sur leur vie, beaucoup plus de pouvoir, on pourrait changer tout un tas de choses, mais à la place de réfléchir à tout ça, ils vont réfléchir au risque de l'immigration, de l'insécurité, du wokisme qui infiltre nos universités ou je ne sais quoi.
tout ça est au service du top 1% pour maintenir le statu quo dans leur intérêt, ou leur intérêt perçu surtout. Hein. Ils pensent que c'est dans leur intérêt de continuer d'avoir une telle société, un tel système. Donc pour le combattre, il y a aussi le facteur de réduire les inégalités sociales et économiques pour moi, tu vois. S'il y a plus de gens, si ces gens-là avaient moins de pouvoir, étaient moins dans une position de domination de classe, etc., ils n'auraient même pas cette volonté de créer de la propagande de masse pour désinformer, pour propager des idées, pour diviser les gens, etc. Je pense que ça joue aussi, quoi. Donc ça fait partie des manières efficaces de combattre, c'est aussi dépasser le système économique dans lequel on est. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense que là, c'est une réponse plutôt sur le plan structurel, politique, comment on fait dans la société en mettant en place des choses. Ouais. Je pense que c'est une réponse intéressante pour qu'est-ce qu'on doit faire avancer pour avoir pour but de mettre de mettre des bâtons dans les roues, l'obscurantisme et tout. Moi, je pense qu'il faut aussi une réponse pragmatique de comment on fait nous, là, maintenant. Et si on parle de ça, je pense que la première étape pour combattre l'obscurantisme, la haine dans la société, etc., la première étape, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a un biais très très fort chez les humains qui est de voir plus facilement les biais chez autrui que chez nous-mêmes, déjà. Donc la première étape, c'est pas d'essayer de le combattre à l'extérieur, c'est d'essayer de le combattre en nous, l'obscurantisme. C'est très dur, parce que ça demande une remise en question existentielle, souvent. C'est un chemin, c'est un cheminement. Hein. Si vous y allez vraiment honnêtement, en vous disant je vais mettre fin... Enfin, ça dépend où vous en êtes dans votre combat de l'obscurantisme, dans votre vie à vous. Mais il y a des gens, ça met une vie, parce qu'ils sont nés dans des sectes qui s'appellent pas sectes actuellement, des choses comme ça, et qui doivent passer leur vie à remettre en question des trucs qu'on leur a inculqués au plus profond d'eux-mêmes. Donc la première étape, c'est d'être conscient que nous ne sommes pas rationnels, nous-mêmes. Vous, là, quand vous pensez. La deuxième étape, une fois qu'on a compris qu'on n'est pas rationnel, la deuxième étape, c'est on ne peut pas devenir rationnel. C'est-à-dire la deuxième étape, c'est de comprendre que... Parce que j'essaie de dérailler les premiers pièges, parce que le premier piège, c'est de se dire qu'on est rationnel. Bon, ok, on n'est pas rationnel. Le deuxième piège, c'est de se dire, maintenant que je sais que je suis pas rationnel, peut-être que je peux apprendre par cœur tous les biais cognitifs et ne plus être biaisé. Non, vous pourrez pas. Les biais cognitifs, il y en a beaucoup qui sont dans le fonctionnement même de votre cerveau, et que en fait, le cerveau, de la manière dont il fonctionne, vous avez le contrôle que sur une partie de ce qui se passe. Et c'est encore plus... Enfin, ça fait partie du cheminement de comprendre que vous n'êtes pas en contrôle de tout, dans ce qui se passe là-haut et dans ce qui se passe dans vos vies et tout. Donc c'est très dur. Ouais. À partir de là, une fois que vous êtes conscient que vous n'êtes pas rationnel et que vous êtes conscient qu'il y a des biais, que vous ne pourrez pas passer à côté de ces biais, il faut du coup étudier quels sont tous ces biais, comment fonctionne la logique. Bon, ça c'est un travail de longue haleine, hein. Mais c'est bien de savoir quelles sont les rhétoriques fallacieuses qu'on peut vous mettre dans la tête, des choses comme ça. Il y a des choses assez... Il peut être assez intéressant de se demander en permanence pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça, tu vois. De se demander, parce que des fois, en fait, vous allez avoir des réalisations, genre, en fait, j'ai aucune idée pourquoi j'ai choisi de faire ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et après, vous allez essayer de l'expliquer. Vous n'aurez jamais l'explication de pourquoi vous avez fait telle ou telle chose. Vous aurez des pistes, par exemple, j'aime bien cette personne, elle me l'a proposé, j'avais rien à faire, donc je suis allé le faire. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais un exemple assez simple, c'est quand vous êtes sur YouTube et vous regardez des vidéos pendant 3 heures, parce que vous avez la lecture automatique activée. En fait, vous vouliez pas faire ça. C'est juste que YouTube connaît vos biais cognitifs très bien. Il sait très bien que si jamais on vous met devant un écran et que vous devez faire une action pour arrêter la lecture, mais que vous ne devez pas faire d'action pour arrêter la lecture, bah vous allez avoir un biais pour rien changer, quoi. Ouais. Et qui va vous faire que vous allez regarder. Donc, à partir de là, l'étape suivante, c'est, je pense, de considérer qu'il est aussi dangereux de consommer de l'information toxique que de manger de la nourriture toxique.
Beaucoup de gens donnent pas beaucoup d'importance à ce qu'ils mettent dans leur tête. Ils donnent pas mal d'importance souvent à ce qu'ils mettent dans leur ventre, mais ils se disent bon bah je regarde telle émission, je regarde tel truc. Et en fait non, maintenant que vous avez compris que vous n'êtes pas rationnel, que vous n'avez pas un contrôle de vos biais, il faut comprendre que du coup ce qui va rentrer dans votre tête, vous n'êtes pas hyper efficace pour savoir comment vous allez le gérer. Donc faut en amont choisir ce qui va rentrer, être plus conscient de se dire attends, si j'écoute ce truc là, ça va avoir une influence sur moi, ça va m'énerver, ça va me donner des fausses informations. Donc il faut être plus critique de ce qui rentre. Moi je vous dis, si par exemple vous regardez la télé, vous avez la télé chez vous qui tourne, vous l'allumez sans trop penser, pourquoi? Genre vous dites, ah il me faut un petit son qui tourne, j'allume la télé. Ah, juste arrêtez de faire ça. Moi Juste mettez mes lives à la place, en fait, c'est ça le. je vous donne ce conseil. Ne regardez plus la télé, c'est vraiment toxique. Ne laissez pas la télé tourner en boucle, parce qu'en fait, c'est du contenu que vous ne choisissez pas. Demandez-vous qui choisit du coup ce contenu-là. La plupart des gens, d'ailleurs, un red flag pour savoir si une personne est assez évoluée ou non d'un point de vue réflexion, c'est de lui demander si elle pense que la publicité a un impact sur elle. La plupart des gens vont vous dire non, la publicité n'a aucun impact sur moi. Et la plupart de ces Ah, gens, du coup, sont pas arrivés au stade où ils comprennent que si, en fait, c'est un impact sur eux, qu'ils le veuillent ou non. Qu'ils le veuillent ou non. Si jamais, même chez vous, ça a un impact. C'est ça que je suis en train de vous dire. Si jamais vous arrivez chez des potes avec un cola de la marque Leclerc ou de la marque, enfin, de la marque du distributeur, ne ouais. nous faites pas de procès, monsieur Leclerc. Je suis désolé, je voulais pas vous citer vous en particulier. C'est Mais si fini. vous achetez un cola d'une marque distributeur qui a le même liste d'ingrédients que Coca-Cola ou qu'un autre produit de grande Ouais, marque, le genre cola Pepsi, leader price, normal. vous arrivez chez vos amis et ils vont croire que vous êtes méchant, quoi. Ils vont croire que, attends, tu te fous de nous, quoi. On fait une soirée et tout, toi tu nous apportes des trucs tout dégueux. Enfin, à part si vous avez des bons amis qui sont pas cringe. Mais parce qu'on est tous formatés à avoir vu les pubs, avoir vu ah mais du coup dans votre tête qu'est-ce qui se passe? Dans votre tête c'est mais du coup je vais pas m'amuser à faire une partie de bowling comme dans la pub, tu vois? Ouais, ouais, c'est. Non, mais c'est profond le marketing et en plus le marketing fonctionne sur des années et des années. Enfin, en plus, Ouais, il y a des ouais. stratégies mises en place pour que dès que t'es enfant, genre McDo, etc., enfin, c'est fini en fait. On est tous lavés du cerveau. Et du coup il faut filtrer les sources d'informations assez violemment. Moi, alors, ce que je fais, moi, par exemple, bah, nous, on a développé, dans le cadre d'une association qu'on a fondée, qui s'appelle Opia, on a développé une extension qui s'appelle Minimal, qui a entre autres pour but, cette extension, d'enlever les suggestions sur la plupart des pages qui proposent des suggestions qui n'ont aucun rapport avec le contenu que vous êtes en train de regarder. Parce que pour nous, c'est fondamental que si t'as pas envie de. Enfin, pourquoi on te suggère des choses qui n'ont. Qui a choisi qui a choisi qu'il y ait ces suggestions-là? Tu vois? Ouais. Donc, moi, je vous conseille, ne cliquez plus dans les suggestions. Regardez votre liste d'abonnements. S'il y a des vidéos qui retournent dans votre liste d'abonnements et que ces vidéos vous apportent rien dans vos vies, tu vois, mais qu'elles apparaissent quand même dans votre liste d'abonnements et que des fois vous cliquez sur une parce que vous avez rien regardé, supprimez-la de votre liste d'abonnements. Vous voyez, filtrez assez. Soyez très exigeant sur la manière dont vous consommez du contenu. Euh, de la même manière, si vous n'avez plus rien à regarder, vous êtes sur YouTube, vous avez vu toutes les vidéos de vos abonnements et vous n'avez plus rien à regarder. Des fois, vous dites-vous, ben, je vais fermer YouTube, je vais pas aller sur la page d'accueil. Je vais pas aller sur la page d'accueil voir s'il y a d'autres vidéos sur lesquelles j'aimerais cliquer. Juste, je vais fermer YouTube et je vais faire autre chose. Et c'est là qu'on arrive Aller un toucher des de l'herbe derniers. en fait, c'est ça qu'il est en train de dire. On arrive à un des derniers points. Et le dernier point, c'est se réserver du temps pour penser. Comment lutter contre l'obscurantisme? Réfléchir. Mais pour réfléchir, il faut avoir du temps pour réfléchir. Et pour avoir du temps pour réfléchir, ça va à l'encontre de la culture environnante qui est que chaque seconde de vos vies doit être occupée par un jeu sur votre téléphone, une news, un stream, une musique, tu vois. Des fois, il y a Ouais, des un moments où divertissement. il faut rien faire. Pourquoi est-ce que vous croyez que c'est dans votre douche que vous ayez des fois des réflexions, vous avez des fois des idées, des choses comme ça? Parce qu'en fait, vous pouvez pas faire autre chose. Ouais, littéralement. Aussi, t'es bien relax et tout dans la douche, tu peux.
Ouais, aussi. Mais du coup, c'est pour ça, donc faites des petites marches sans prendre d'écouteurs, sans prendre de enfin ça, c'est ce que je propose moi, hein. Je dis pas que c'est il faut le faire, je dis juste, je pense que c'est une bonne chose parce que ça vous permet de réfléchir, ça vous permet de dédier du temps où votre cerveau a juste le temps de il y a des idées qui doivent sortir aussi, hein. Le cerveau, il tourne et à un moment, si si vous essayez par exemple de fermer les yeux, de rien faire pendant 15 minutes, vous allez avoir un flot de choses qui étaient dans votre tête que vous deviez traiter. Pendant 15 minutes, vous aurez des trucs comme ça. Hop, ça arrive comme ça. Vous dites, ah putain, j'avais toutes ces idées en tête. Ouais. Sans Ou aucun input méditation. supplémentaire, sans aucune entrée d'informations supplémentaires, j'ai quand même toutes ces choses-là que je dois traiter, tu vois. Et, et les études, si vous êtes fact-based mentaux, les études ont montré que dédier du temps sans rien faire, eux ils appellent ça la méditation, mais vous n'êtes pas obligé de donner un nom mystique, c'est juste vous asseyez, vous faites rien pendant X minutes, tu vois, c'est juste ça en fait. Hein. Bah en fait ça a des super des bienfaits sur le fonctionnement du cerveau pour être en bonne santé quoi. Et une Stylé. fois que vous avez fait tout ça et que du coup vous êtes beaucoup, déjà en fait vous augmentez votre degré de lucidité en fait au fur et à mesure que vous faites tout ça. Vous augmentez votre lucidité. Vous êtes capable dans une discussion de dire ah mais en fait cette personne dit juste de la merde depuis 15 minutes, tu vois. Ça augmente votre capacité à réfléchir par vous-même, à ne pas se laisser avoir par les biais qui arrivent devant vous. Et là du coup ça vous donne la capacité à partir de ce moment-là et même avant, hein, vous pouvez commencer avant si vous voulez, mais de pouvoir agir sur les autres, de pouvoir se dire attention, là t'as fait une rhétorique fallacieuse, attention, là t'as un biais et tout, et de pouvoir analyser le monde par vous-même sans avoir directement les idées qui arrivent dans votre cerveau. En fait, parce que la plupart, je suis sûr vous aurez remarqué ça si jamais vous discutez avec des gens qui ont des travaux compliqués, qui font des heures pas possibles, ils n'ont pas le temps pour penser. Ils n'ont pas le temps pour penser, et du coup, au final, quand vous essayez de parler avec eux, qu'est-ce qui ressort? Ils vous sortent des trucs prémâchés par BFM TV. C'est pas de leur faute. Ils n'ont pas le temps pour penser. Mais du coup, vous aussi, ça vous arrive des fois, ça. Vous allez parler, quelqu'un va vous parler de quelque chose, et vous allez se dire ah non, mais c'est ça la vérité. Et c'est pas que c'est la vérité, c'est juste que vous avez ingéré complètement cette information sans la mâcher, telle quelle, et du coup, maintenant, votre cerveau a dit ok, quand on me parle de ça, je dois sortir cette information-là. Et il n'y a jamais eu la phase réflexion entre les deux. C'est vrai. C'est vrai que ça arrive beaucoup. Et personne n'est immunisé contre ça. Hein. Nous, on ne l'est pas. C'est un effort permanent, quoi. Hein. C'est sûr. J'aime bien, j'aime Voilà, bien. c'est ma réponse. En Sur gros, comment on la fait. santé mentale, la bonne santé mentale, et plein de choses que vous pouvez faire pour l'améliorer, et une bonne façon de lutter contre l'obscurantisme, la haine et ces choses-là, visiblement. Basé. Pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour? Parce que c'est le but de la vie. je sais pas comment répondre à ça. Pourquoi Non, mais je l'amour? pense Comment qu'on on a fait? répondu. On Je a pense qu'on a répondu répondu. Je pense au qu'on a bien bloc. répondu globalement. Je pense qu'on a On bien a répondu répondu. au bloc de questions en même temps. Le bloc a été traité. Bah cool, J'espère que ça vous a plu, ouais, je cette pense que petite c'était cool. réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que c'est fini? Ouais, normalement, il y a une autre question qui a été posée. Ok. Ah non, c'est un support de la part de Fantatitude. Merci beaucoup, Fantatitude, du petit. N'hésitez pas hein, à faire des dons. Non, il y a une question, il y a une Ah, il y a une question. question. Ouais, c'est Ah, un super. message, c'est message privé, je sais pas. Message, ok. Attends, Message privé qu'on va lire publiquement. C'est parti. message, bah oui, Attends, je te l'envoie sur Signal parce que Attends, j'ai pourquoi pas je peux pu. pas le voir juste directement? Je sais pas pourquoi. T'es connecté sur le truc? Je viens de me connecter. Ok. Vas-y, je la lis. Comment vous Vas-y. répondriez à quelqu'un qui est persuadé que les gens sont majoritairement mauvais et que du coup ils sont eux-mêmes égoïstes pour s'en prémunir? La fameuse narrative sur la nature humaine proposée par les libéraux ou par les conservateurs. En fait, tout le monde est majoritairement mauvais, les gens ne pensent qu'à leur tête, qu'à leurs intérêts et veulent le mal d'autrui, et donc c'est soit tu tues, soit tu es Ouais, tué ouais, ouais. toi, et donc ouais. J'ai une piste là-dessus. Est-ce que tu veux vraiment être une de ces personnes-là? Parce que du coup, t'es une de ces personnes-là.
Et tu pousses d'autres gens à devenir égoïstes au lieu d'être gentils. Parce que les gens, ils vont interagir avec toi et ils vont se dire putain, il y a que des égoïstes dans ce monde de merde. Et tu viens de créer une autre personne dégueulasse. J'avoue. Moi, je veux un monde dans lequel les gens sont majoritairement bons. Du coup, je vais tout faire pour que si quelqu'un vient me voir, je pars pas du principe d'être mauvais. Et par contre, il faut rassurer cette personne en disant, dès que tu as des moyens de voir que cette personne est mauvaise, il n'y a pas de souci. Tu peux être mauvaise avec elle, mais ne commence pas une interaction en étant mauvais toi. Parce que du coup, tu fais partie du problème dans ce cas-là. Et ces personnes-là, tu peux leur dire que il faut vraiment que ce soit contextuel. Il faut vraiment que ce soit selon la personne. Tu peux pas juste être fondamentalement égoïste parce que tu penses que certaines personnes sont égoïstes. Parce que dans ce cas-là, c'est toi qui es le plus égoïste dans l'histoire. Je pense que c'est une bonne manière d'apprendre la chose. Ouais, J'ai puis là, tenté, mais en gros, il dit que vu que ça fait que s'il fait ça, vu que c'est un état de fait, bah ça sert à rien de faire l'effort lui-même. Ok, bon bah tu lui demandes comment est-ce qu'on a gagné quelques combats que ce soit dans l'histoire de l'humanité. Tu demandes ça s'est passé comment pour gagner tel combat. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre les gens qui pensent ça parce que les humains sont des animaux sociaux. Genre, c'est le truc qui a distingué les humains de la plupart des autres espèces, en fait. Hein. On n'a pas d'ailes, on peut pas courir à 100 km/h, on n'a pas des griffes, on n'a pas des armures. On n'est pas genre des félins on peut pas tuer des... Non, genre, contre un gorille dans la nature, les humains ils perdent. Hein. Contre un tigre, genre, contre presque n'importe quel, contre littéralement des moustiques, enfin bref. Donc, le truc qui a fait que les humains sont devenus l'espèce qui a conquéri la planète et qui est là où elle en est aujourd'hui, quoi, l'humanité, c'est notre capacité à travailler ensemble, à être sociaux. On a tous, c'est littéralement toute l'anthropologie montre ça. C'est comme ça qu'on a progressé, même au niveau de la génétique et tout. C'est les gens qui pouvaient le plus coopérer avec des autres individus pour s'organiser, pour qu'il y ait une personne qui aille chercher la nourriture, l'autre personne d'autres choses, machin, construire les abris, j'en sais rien. C'est les gens qui pouvaient le plus coopérer qui ont survécu en fait. Donc c'est une vision très étrange, je trouve. Enfin bon, bref, les gens qui pensent ça sont, dans la grosse majorité des cas, ils ont été propagandés par la droite pour penser que c'est chacun pour soi, etc., etc., quoi. En fait, c'est juste une vision très bizarre. Genre, juste, quand forcément, t'es... Ah non, peut-être ta famille, c'est peut-être pas occupé de toi. Ouais, tu peux avoir... Je vais devoir y aller, moi, hein, mais... Ça marche. Bon, bah voilà, je pense qu'on a bien répondu. On arrête là le rendez-vous. On va s'arrêter là, les gens. Merci beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. On a bien répondu, je crois. On a fait des bons on a approfondi. Gros pavés. On a publié ça aux éditions du Bon Gros Pavé ce soir. Oui, les éditions du Bon Gros Pavé nous ont rémunérés. Ok, et bah regardez le film recommandé qui est... Ah, est-ce que tu t'en rappelles? Comment j'ai oublié? Je suis trop fatigué. Le cercle des poètes disparus. Oui, Dead Poets Society. Allez voir Dead Poets Society. Il m'a laissé le retrouver. Hein. Il m'a pas sauvé. Regardez ça d'ici la semaine prochaine et on se dit rendez-nous la semaine prochaine, tout le monde. Rendez-nous la semaine prochaine. Salut tout le monde.